Comme on te recevait, Mathieu, pour parler un peu du sujet Airbnb et location courte durée, on va recevoir tout à l'heure 3 personnes qui ont loué leur appartement et qui ont eu des galères énormes. Boum, je regarde à gauche, montagne de lave-vaisselle, donc poubelle au sol, moucheron. Et là, je vois les draps imbibés de sang, mais boucherie. Je suis en train de me laver, nue forcément. Je vais voir qu'il y a une caméra, il y a un objectif devant. Et je vais trouver la carte mémoire et puis le câble pour connecter à Internet le réveil. Ah, et donc ils regardaient en direct. Ouais. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invité s'appelle Mathieu, c'est un légende business. Aujourd'hui, avec ses associés, il a créé Primo Conciergerie, en fait, qui permet, quand vous avez un appartement à mettre en location courte durée, par exemple sur une plateforme comme Airbnb, ça permet de lui donner les clés et qui gère tout, absolument tout, c'est-à-dire du début à la fin. Trouver les locataires sur Airbnb, mettre les annonces, les accueillir, organiser le ménage pour qu'il n'y ait vraiment rien à gérer, peut-être même apporter les courses, peut-être même apporter un chef à domicile en fonction si c'est une grosse maison que vous voulez louer et que les clients ont envie de faire un repas. Il va nous expliquer ça. Il y a toutes les infos, de toute façon, dans la description sur YouTube et du podcast audio. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter en audio aussi sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Vous pouvez nous écouter avec les écouteurs sur la route, par exemple, si vous êtes en voiture, en moto, si vous faites du sport, vous pouvez mettre les écouteurs ou dans le lit aussi le soir. Et si vous écoutez sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. On met 3 interviews par semaine, le mercredi, le vendredi et dimanche. Aujourd'hui, c'est Légende Business avec Mathieu et Primo Conciergerie sur Légende. On y va. Mathieu Morel, sur Légende. J'ai créé Primo Conciergerie avec des amis, une conciergerie qui vous accompagne dans la location courte durée. On va vous éviter toutes les galères, on vous explique tout. Et ben voilà, bienvenue. Je te reprends le clap. Merci Mathieu. On va parler des locations courte durée. Voilà. Alors là, on a dit type Airbnb, il y en a plusieurs, mais c'est histoire de comprendre. On n'a jamais abordé le sujet. Et donc toi, tu as créé une conciergerie qui s'appelle Primo Conciergerie. Qui, en fait, quand vous avez un appart que vous voulez louer, cet appartement, non pas sur des baux de 3, 6, 9 ans, comme voilà, les baux classiques. Hein. Là, c'est des locations de courte durée. Ça peut aller d'une nuit à plusieurs nuits. On va en parler, mais on peut avoir plein de galères. Alors moi, j'ai appris ça en bossant un peu le sujet, parce que j'ai jamais loué, je te l'ai dit avant, hein, pour le coup, je te dis la vérité, j'ai jamais loué de Airbnb, je sais même pas comment ça marche, etc. Mais je sais que c'est un énorme marché. On a noté les chiffres, que vous sachiez quand même, il y a 44 millions de voyageurs qui ont logé dans un type Airbnb, dans un logement en location de courte durée en 2023. Donc c'est une étude qui a été publiée en 2024. Ça a généré 43 milliards d'euros dans les villes en France et les villages ont 43 milliards d'euros en un an. Si vous imaginez le budget et ce que ça représente. Et alors du coup, on s'est dit, comme on te recevait, Mathieu, pour parler un peu du sujet Airbnb et location courte durée, on va recevoir tout à l'heure 3 personnes qui ont loué leur appartement et qui ont eu des galères énormes, dont un de mes potes que j'ai fait venir, que je t'ai présenté tout à l'heure. Ouais. Alors, il y en a une, vous allez voir, qui a loué son appartement, qui a été squatté du jour au lendemain. Il y a quelqu'un qui est arrivé, qui a changé le compteur, il n'a rien à faire. Il a changé le compteur, il s'est mis le compteur à son nom, il a changé la serrure et puis c'était devenu chez lui. Il y en a une qui s'est fait filmer sous la douche aussi, vous allez voir, c'est assez hallucinant. Elle va venir nous raconter ça, elle a porté plainte, etc. Il y a eu un procès, elle va venir nous raconter toute l'histoire, qui est assez hallucinante d'ailleurs. Et après, il y aura Saïf qui va venir raconter aussi comment il s'est fait saccager son Airbnb par un gars qui lui a fait toutes les galères possibles au monde en un seul client. C'est-à-dire qu'il a vraiment, il s'est enfermé dehors, il a tout cassé à l'intérieur. Tu sais même pas comment ils ont fait d'ailleurs. Mais il va venir nous raconter tout ça. Et c'est pour montrer à quel point aussi c'est important d'avoir, si vous avez envie de louer, d'ailleurs ça peut vous arriver, vous avez peut-être d'ailleurs vos parents, vous avez peut-être vous-même ou vos enfants qui ont des appartements, une chambre de bonne, et ben ça peut être vachement bien, mais en fait pour éviter les galères, il y a des conciergeries, et alors toi c'est particulier, tu l'as créé il y a combien de temps ? Alors déjà, moi je suis un des cofondateurs, on est 4 à la base, on l'a créé en septembre 2022. Okay. À Nevers et Mâcon. C'est pas vieux. Bah non, c'est pas vieux. Et puis en fait, tout s'est accéléré assez vite du fait de la complémentarité que nous avions et puis surtout du concept qu'on avait amené. C'est-à-dire quoi conciergerie, pour comprendre, parce que conciergerie ça veut tout et rien dire. Alors en fait, la conciergerie, la définition du Larousse, c'est un facilitateur du quotidien. Putain, il nous donne la définition du dictionnaire. Ah ouais. Mais non, mais en fait, t'as plein de conciergeries qui existent. Tu vois, t'as les conciergeries privées qui vont te gérer, te trouver une place dans un restaurant, par exemple au Parc des Princes, tu veux aller voir un match, etc. Mais ça, c'est pas employé par le commun des mortels. C'est pour ça que c'est important d'expliquer. Non, t'as aussi la conciergerie, tu sais, des immeubles, ceux qui vont balayer, sortir les poubelles. C'est du service à la personne. Imaginons, je te pose des questions, tu me dis par oui ou par non. J'ai un appartement. Est-ce que c'est vous qui trouvez et qui répondez sur, par exemple, Airbnb ou une autre plateforme et qui trouvez les clients ? Oui. Est-ce que le ménage, vous le gérez ? Est-ce que c'est vous qui encaissez, qui renvoyez ? Non, on n'encaisse pas. C'est le propriétaire qui encaisse. D'accord. Est-ce que c'est assuré ? Oui.
Si jamais il y en a un qui vole des meubles et tout, on va en parler. Ça Ouais, peut arriver. bien sûr, il y a des assurances, mais c'est encore une fois, on accompagne le propriétaire dans la totalité en fait de. Il n'y a rien à gérer. Il n'y a rien à gérer. En fait, ils te confient leur appartement, leur maison, leurs biens. C'est ça. On facilite le quotidien, ils nous donnent les clés, ils font rien. Et vous prenez seulement 99% des recettes. non, en plus, vous ne prenez pas tellement, hein, c'est ça qui est En fait, oui, moi je dis toujours, faut pas voir combien ça coûte, faut voir combien ça rapporte. Exactement. Le fait d'avoir un service comme ça se paye. Après, voilà, nous on est entre 20 et 25%, on a 2 formules. Et puis après, il y a des offres spécifiques selon le bien, voilà. On va faire rentrer Saïf dans un instant pour commencer avec l'appartement saccagé. Toi, comment c'était venu l'idée de faire une conciergerie pour des Airbnb ou les locations courte durée? Alors déjà l'idée, oui, déjà moi j'en avais. Et puis l'idée, elle vient pas que de moi. C'est un de mes associés déjà qui était sur Macon, qui était ancien directeur d'hôtel, qui a dit, bah tiens, avec son cousin qui était directeur commercial, il voulait créer justement un business. Et autour de ça, puisque lui, ça le concernait. Ils ont fait une petite étude de marché. Et puis moi, ils m'ont dit, bah tiens, Mathieu, au fait, il nous manque une compétence sur le marketing, la communication. Et puis tu fais aussi de la location courte durée, ça te dirait pas justement de te joindre à nous? Et moi, en fait, j'avais déjà un bien immobilier que je gérais seul avec une femme de ménage. Et un jour, cette femme de ménage, elle me dit, bah voilà, moi je vais partir à la retraite et tout. Et je ne dépends que d'une personne au final. Et je vais voir la conciergerie de ma ville, la seule qui existait. Il n'y avait rien de transparent, c'était pas clair. Au bout de 3 semaines, j'avais aucune nouvelle et j'ai dit, je suis allé voir mon patron, j'ai dit, écoute, je vais arrêter, je veux partir. J'étais à ce moment-là dans l'automobile en tant que responsable marketing. J'ai dit, je veux partir, je veux créer un business. Il m'a laissé partir et ça s'est fait en 1 semaine et j'ai dit, on va créer un concept parce qu'il y avait vraiment un besoin et moi j'en avais à titre perso. Est-ce que si par exemple, je m'imagine moi, j'habite dans une maison, un appartement avant, maintenant une maison. Je pars 2 mois l'été. Bon, c'est pas le cas, mais si je partais 2 mois l'été, est-ce qu'il y en a qui peuvent louer juste pendant les vacances et quand même avoir une conciergerie qui gère pendant 2 mois? En fait, c'est exactement ça. Sur ta résidence principale, tu peux louer jusqu'à 120 jours. Donc, tu en fais ce que tu veux le reste du temps. Et l'avantage, c'est que déjà... 3 mois, quoi. Bah, t'imagines, tu vas en vacances et... 4 mois, putain. 4 mois, ouais. Ah, 4 mois. Alors, et après, c'est interdit? En fait, une résidence principale, tu dois vivre 8 mois dedans. Minimum, d'accord? Derrière, il te reste 120 jours. Alors, il y a des villes aujourd'hui, comme Paris ou autres, qui sont en train de mettre la règle des 90 jours. Ça, on pourrait revenir dessus, parce que c'est complètement incohérent. Les 120 jours, enfin, il te reste 30 jours, tu sais pas, c'est ton bien quand même, tu vois. Donc, les 120 jours, en fait, qui restent, tu en fais ce que tu veux. Tu peux le louer à des gens. Et l'avantage que tu as, si tu pars en vacances, c'est que ta maison, en fait, même si elle est sous alarme, elle n'est pas occupée. De 1, tu vas pouvoir la louer. De 2, tu vas même payer tes vacances avec les rentrées d'argent qui vont te pendant les vacances, quoi. Et donc, c'est vous qui mettez l'annonce, etc. Il n'y a vraiment rien à faire. Vous prenez un forfait à l'avance ou c'est un pourcentage des revenus? On ne prend pas de forfait à l'avance, on prend un pourcentage des revenus. Par contre, on a des contrats spécifiques sur un accompagnement. Il y a, dans certains cas, parfois, des frais de lancement. Mais la plupart du temps, ils ne sont pas élevés. L'idée, en fait, c'est surtout, nous, très clairement, le propriétaire, c'est son bien, d'accord? Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que l'on va l'accompagner. S'il ne loue pas, on ne voit pas pourquoi on facturerait, tu vois. Donc, on facture une commission de ce que lui rentre. 20%, c'est ce qu'on prend, 20% de 0, ça fait 0. Donc, le but, c'est d'être très, très bon avec lui. Nous, on a une transparence totale là-dessus, tu vois. Ouais, comme ça coûte pas d'argent. Non. Franchement, c'est pratique. Je trouve ça chambé comme idée. Et bravo. Pour imaginer le truc, je pense qu'il faut qu'il y ait des exemples. C'est pour ça qu'on va faire rentrer, dans 1 minute maintenant, Saïf qui a raconté une anecdote vraiment qui lui a gâché la vie avec son Airbnb. Ça lui a gâché ses vacances d'été. J'étais avec lui en vacances, donc c'est un de mes amis, donc il va venir raconter l'anecdote. Parce que j'ai participé, tu vas voir, à l'histoire. Juste avant, raconte-nous une galère que tu as eue. Vous avez eu un cambriolage, vous, avec un client? En fait, ouais, c'était au début. Il y a un logement qui a été loué sur une plateforme où il n'y avait pas spécialement de contrôle d'identité. Donc ça, c'est les erreurs qu'on a fait au départ, tu vois. Et la personne réserve avec un numéro Mobicart. Elle va Mobicart, c'est un numéro de téléphone. Carte prépayée, quoi. Enfin, ouais, c'est ça, un numéro téléphone basique. Et il y a des plateformes qui n'ont pas de contrôle comme ça. Elle réserve avec son numéro de téléphone. Le voyage se passe. Nous, on va, en fait, pour faire le ménage derrière, on contrôle, on ouvre l'appart. Il n'y a plus rien. Plus rien. Et moi, dans l'appart, tu sais qu'à ce moment-là, il était vide. Bah ouais, en fait. Et on avait le double et le propriétaire, pour le coup, était là. Et on rentre avec le proprio et là, on dit, ouais, il n'y a plus rien du tout, quoi. Donc on appelle la police, il rentre, constat, et l'assureur, en fait, il ne suit pas derrière. Tout simplement. Pourquoi? Bah parce qu'il n'y a pas d'effraction. T'as donné les clés à quelqu'un. Putain. Eh ouais, mais si tu le sais pas, ça. Donc nous, on a des solutions pour ça aujourd'hui. C'est pour quoi éviter ce genre de choses. Bah déjà, contrôle d'identité obligatoire, t'as des empreintes de carte bancaire. Tu règles le problème direct. Hein. Ouais, tu sais qui c'est, la carte d'identité. Bah déjà, puis si tu as une empreinte de carte bancaire, je sais pas, de 300 ou 400 euros, déjà la personne, elle le fait pas, tu vois. Et puis il faut être très très bien assuré. Très bien assuré. Et ça, vous gérez ça?
En fait, faut savoir un truc, c'est qu'aujourd'hui, les conciergeries sont autant responsables que les propriétaires. Tu risques, depuis la loi Le Meur 2024, jusqu'à 100 000 € d'amende si t'es pas dans les règles. D'accord ? T'as plein de lois à savoir. Mais c'est hyper important parce que tu engages le propriétaire, si t'es pas bon, il risque lui jusqu'à 100 000 € d'amende aussi. Attends, raconte pourquoi le mec est parti avec les meubles, comment il a géré, comment tu te barres avec tous les meubles d'un appart? Tu sais, je vais dire un truc, c'est un grand fléau aujourd'hui sur Paris notamment. C'est que des fois, t'as des gens qui réservent comme ça sur des boîtes à clés mécaniques. Donc, les boîtes à clés, c'est les petits trucs à code qu'on voit devant là. Ouais, devant. Et surtout pas sur le mobilier urbain. Il y en a plein qui disent, tiens, moi la boîte aux lettres jaune de la ville ou le pont de l'Alma, je vais mettre ma boîte à clés. Mais enfin, c'est aberrant ça. Ouais. Enfin bref, on parle. Mais je sais pas si tout le monde connaît. En fait, quand tu arrives dans un appartement Airbnb, parfois il te dit tiens, la boîte à clés elle est cachée là. Ouais. Il y a un code à 3, 4 chiffres en fonction des boîtes. Le truc s'ouvre et vous prenez votre clé, comme ça vous pouvez rentrer en gros sans rencontrer le propriétaire, même arriver tard, etc. Alors c'est les arrivées autonomes, par contre, il faut bien la faire et non, on fonctionne pas de cette manière-là. Donc le mec s'est barré avec les meubles. Le mec il s'est barré avec les meubles, il s'est barré avec tout. Et en fait, aujourd'hui, plus c'est gros, plus ça passe. Sur Paris, les mecs ils louent, tu vois, avec un mobicart. Il n'y a pas d'empreinte de carte bancaire, il n'y a rien, pas de contrôle d'identité. Ils arrivent avec le camion de déménagement, ils déménagent. Mais non. Si. C'est chaud. Avec les déménageurs. C'est un vrai fléau. Et ça, le problème, c'est le souci de certaines plateformes. Et ils se font pas arrêter après, du coup. Faut les retrouver. Après, heureusement, il y a la justice derrière. Mais toi qui as loué ton bien, si t'es pas bien accompagné, tu vas galérer. Mais c'est vrai que c'est risqué. Moi, honnêtement, on en a parlé, j'ai des potes qui l'ont fait, qui ont eu des galères. En fait, c'est à la fois génial, Airbnb, et à la fois une galère si t'es tout seul. C'est comme le bon coin Airbnb. C'est-à-dire que t'as Airbnb, t'as Booking, t'as Abritel. Oui, tu peux tomber sur... C'est un site où tu mets, c'est une intermédiation, ce qu'on appelle. Par contre, toi, t'es responsable. Celui qui est responsable, c'est le loueur. Donc il faut que tu sois en règle. C'est hyper important. On va faire rentrer Saïf et on va reparler après, mais c'est juste histoire d'avoir une anecdote, vous allez voir, vraiment d'un propriétaire. C'est important de comprendre quand même. Donc j'étais avec Saïf en vacances cet été avec des copains et j'allais remonter sur Paris. Et là, il a un message, vous allez voir, c'est hallucinant. On le fait rentrer, il va raconter tout ça. Ça y est, on a fait rentrer Saïf. C'est bizarre de te voir là. Ah, ça fait plaisir. Alors, Saïf, on était avec des copains en vacances dans une maison cet été et tu as eu une galère de Airbnb qu'on a vécue ensemble. Donc, c'est pour ça que c'était intéressant de proposer à Saïf de venir raconter l'histoire. Comme ça, vous allez pouvoir voir un peu le type de galère qu'on peut avoir en louant des Airbnb. Juste, ça fait combien de temps que tu louais cet appart? À peu près 2 ans. 2 ans? Ouais, 2 ans, ouais. Toi, tu as un métier à côté, c'est pas ton métier, hein, c'est pas Ouais. ta profession de louer des... Parce qu'il y en a qui vivent de ça. Ouais. T'es dentiste Ouais, exactement. dans le 9e à Paris. Et donc, ça fait 2 ans que tu louais. C'était quoi comme type d'appartement? Appartement type loft, dans le 9e, simple. Combien de mètres carrés? 35 mètres carrés. 35 Ah, mètres c'est carrés. appartement parfait pour se poser à Paris, passer un petit peu de temps. J'ai jamais eu de galère avec cet appartement. Tout s'est toujours bien passé, sauf avec Avec notre ami Connor. Connor. Le Il fameux. s'appelle Connor. Alors, Connor, je l'ai rencontré, donc je vais pouvoir la raconter. L'anecdote est folle. Et juste, pourquoi tu louais en location courte durée et pas en longue durée? Alors moi, c'était pas exactement de la courte durée. Je faisais des bails mobilité de minimum 1 mois. Ouais, donc c'est quand même assez court, quoi. Ouais, oui, voilà. Donc là, c'est des baux d'1 mois. Donc Connor, il te le prend pour 1 mois. Je me le prends pendant 1 mois, pendant que je suis en vacances dans le sud. Donc on est ensemble. on est ensemble, on est dans le sud, tranquillement. T'as pas de conciergerie? Non, j'ai pas de conciergerie. D'accord. Voilà. Non, mais je devrais peut-être. Hein. Ah là, ouais. J'aurais dû. De toute façon, c'est... Après, C'est trop tard, c'est trop Ouais, il m'a traumatisé. Il m'a traumatisé. Connor a changé sa vie, vous avez compris. Ouais. Et donc, du coup, mon pote lui file les clés, le double des clés, et j'avais l'autre double, je l'avais sur moi. Donc, dans le sud. Oui, en fait, t'as ton trousseau de clés. Avec Ouais, voilà, toutes les clés, c'est ça. Il fait le check-in. Au bout de 2 heures de jeu, le mec m'appelle, m'envoie un message. J'ai claqué la porte. J'ai laissé les clés à l'intérieur. Comment on fait? Il me dit, s'excuse pas. Comment on fait? Donc, je lui dis, bon, moi, je suis en galère, je suis en train de chercher une solution. Il était 23 heures. Je dis, bon, déjà, là, tout de suite, ça va être compliqué. J'ai pas de double sur Paris. Il faut que tu te débrouilles pour trouver une nuit d'hôtel à Paris. Le gars se débrouille pour avoir une nuit d'hôtel, même si ça l'emmerde, parce qu'au début, je lui dis, bah, appelle un serrurier. Il me dit, non, impossible, je paye pas le serrurier. Je fais, bah, paye-toi une nuit d'hôtel. Il dit, ok. Je suis en train, donc, je suis avec tous mes potes, dont toi, et je me dis, qui c'est qui va faire en 24 heures un Bormes-les-Mimosas, Paris, pour que je puisse dépanner le gars. Je lui dis, bah attends, c'est marrant, je pars justement demain à Paris. Et voilà. Si tu veux, je prends la clé. Trop de chance, donc trop de chance. Pas de Pas de hasard. Pas de hasard.
Tu prends le double des clés, tu rencontres Connor, vous retrouvez Gare de Lyon, tu lui files les clés. Non, Connor vient devant Légende. Il vient devant les bureaux ici, et on fait un selfie où je tiens Connor et je lui donne la clé. Voilà. Pour te montrer que je lui ai donné. Parce qu'en fait, c'était un running gag pendant les vacances, pendant 24 heures. Ça a été un enfer pour Saïf de vivre avec un gars qui claque la porte, mais où est-ce qu'il va dormir, comment on fait, machin. C'est un stress pour toi. Gros stress. T'as gâché la soirée. Oui, il m'a gâché la soirée. Mais on a bien rigolé. Ça a été un peu le running gag. Parce qu'en plus, Connor, moi je lui donne mon numéro de téléphone, forcément, pour le retrouver. Il dit tiens, j'ai un pote Guillaume, etc. Et Connor, donc ce gars-là, qui a loué le Airbnb, qui a détruit le Airbnb, on va en parler après, commence à m'envoyer des photos de lui. Toute la journée. C'est-à-dire, un selfie, un peu. Et en fait, je comprends que Connor. Elle serait très contente de me rencontrer. Un peu plus que. À partir du moment où je lui ai filé les clés, il commence à m'envoyer des photos de lui à l'Arc de Triomphe, à la Tour Eiffel. Il commence à me faire des trucs comme ça. Je dis, c'est chelou quand même pour un mec Airbnb. Avec un doigt un peu devant la. Très coquin. Très coquin, le Connor. D'ailleurs, on va comprendre aussi après comment j'ai retrouvé l'appart. Très, très coquin, très sale. C'est pas normal d'envoyer, quand tu donnes juste une clé, une dizaine de photos à chaque monument, un peu en faisant la moue. Et soit il est très, très drôle. Soit il est très bizarre. Exactement. Soit c'est un génie de l'humour. Soit il est très chelou, le mec. Et en fait, c'était plutôt profil serial killer, quoi. Et donc, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où Donc, tu lui donnes les clés. Il se passe un mois où j'ai pas de nouvelles, où tout se passe bien. Une fois, je vais récupérer le double, parce que je me dis, bon, il faut quand même S'il reclaque la porte. Voilà, s'il reclaque la porte, donc je récupère. Le gars m'ouvre la porte, un peu fonce-dé. Elle me balance en check-on, en bro, amazing, your flat, amazing, bro, chill, chill. Et tu sais, je vais juste récupérer les clés. Et je sentais qu'il était un peu foncé. Bon, je me dis, ok, bon, il kiffe ses vacances, il n'y a pas de souci. Très bien, je récupère les clés, je me barre. Donc il se passe le mois où il est dans mon appartement, donc j'ai pas de nouvelles. Et le moment où il part, donc il a son avion très tôt le matin, il me demande s'il peut claquer la porte en laissant les clés à l'intérieur. Je lui dis, là, tu peux claquer la porte, tu peux laisser les clés à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Et j'ai le double. Le mec se barre. Ah, et donc tu ne vois pas, tu fais pas de check-up. Non, je fais pas de check-up. Il partait hyper tôt le matin. Moi, je me dis, bon, je vais retrouver l'appart normal, comme les autres fois, pas de souci. Tu es retourné quand dans l'appart après? Combien de temps après? Le soir. Ouais, le jour même, ouais. Le soir même. Je sors du taf. En plus, j'ai mon cabinet qui est juste à côté de l'appart, donc je vais vérifier. Il n'y a pas de femme de ménage qui passe avant toi? Non. Okay. Non, là, je voulais juste d'abord récupérer les clés. J'avais pas d'autres réservations avant 10 jours, je crois. Donc, j'avais le temps. Quoi. Ouais, j'avais le temps. Tranquille, je n'avais pas de stress. J'arrive dans l'appart. Et là, donc, j'ouvre la porte. Et bon, comme je disais, vu que c'est un appart esprit un peu loft, tu vois tout de suite... l'entièreté de l'appart. Ah ouais, tu vois tout. Donc, boum, je regarde à gauche, montagne de lave-vaisselle. Donc, le mec n'avait pas fait la vaisselle pendant un mois. Poubelle au sol, moucheron, odeur de pourri. Donc, le mec vivait là-dedans parce que... Odeur de cadavre. Moucheron, des McDo, des trucs, bref. Ouais, il te laisse l'appart dégueulasse, quoi. Dégueulasse. C'est-à-dire que même les poubelles, il les a pas... Descendues pendant... Ouais, donc montagne de lave-vaisselle. J'arrive après, donc je regarde, je vois des cigares par terre, effrités, plein de cigares. Je comprends pas. Je lui dis, mec, qu'est-ce qu'il a? Il s'est fait un projet X dans mon appart. Il a tout saccagé. Bonne question, mais est-ce que quand tu loues un appart, tu coches la case fumeur, non-fumeur? Ouais, t'avais coché. Non-fumeur, ouais. T'es passé par quelle plateforme pour le mettre en location? Airbnb. Pour faire un bail mobilité? Ouais. Ok. 5 étoiles, le gars. 10 sur 10, Connor. Bien noté. Validé par la communauté Airbnb, quoi. Validé par tout le monde, par tous les autres. 10 sur 10, le gars, tu te doutes pas que... chaque commentaire, parce que tu fais gaffe quand même, tu te dis... Et là, tu te dis, même ça, c'est pas fiable. Ouais. Alors, sauf s'il a pété les plombs dans mon appart, il a pris toutes les drogues de la terre, il s'est dit, vas-y... Il s'est séparé de quelqu'un, je sais pas... Ouais, il a vrillé, ce qui est à Paris reste à Paris, je me massacre à Paris, et après, je rentre chez moi. Et donc, le gars, donc je continue, je vais dans la chambre et là je vois les draps imbibés de sang, mais boucherie. Mais même tu enlèves les draps, housse de couette, dégueulasse, plein de sang. Putain, mais... Donc, le gars il est franco, quoi. Je sais pas ce qu'il a fait. Et un Jeffrey Dahmer, tout simplement.
Et donc je fais le tour de l'appart, je vois ça. Et là, le pire, vraiment dégueulasse, les capotes usagées, imbibées de sang et de semences et de dégueulasse. Et tu sais, ça débordait. Il y en avait par terre, il y en avait. Je fais, mais c'est. Et donc moi, là, je commence à. Ça m'énerve quand même. En fait, tu peux te dire, tiens, le gars, il est sale, il a pas fait sa vaisselle, c'est un connard et tout, mais à partir du moment où tu laisses des capotes usagées partout, là, j'ai vu les photos, moi, tu les as montrées, c'est dégoûtant, quoi. Il n'y a même plus de respect du sang partout, effectivement. Là, t'as gagné le prix Nobel, le mec. Le mec. Mais on dirait qu'il a fait exprès, le gars. Oui, tu te dis, c'est pour Il a fait exprès, il a fait exprès. Et la classique, traces de frein au fond de la cuvette des chiottes, des trucs vraiment le crado. Le vrai, quoi. Ouais, le vrai. Ça se trouve, il a fait ça parce que Guillaume lui répondait pas. Tu vois, t'aurais dû aller. J'aurais dû me sacrifier. Il t'aurait saigné sur dans la chambre à coucher, quoi. Ah ouais, il t'aurait. Bref, et donc du coup, Tu l'appelles non, alors je lui écris. Je dis c'est une blague. C'était sérieux. Seriously, Connor. Je me dis et genre, il me répond et... Non, il me répond pas au début, il me répond pas. Et je lui dis, mais c'est... Et je peux avoir des explications, parce que là, c'est quand même un truc de fou. L'appartement, il est dégueulasse. Il me répond pas, et là... En plus, moi, je suis pas du genre casse-couille, procédurier et tout ça. Là, je me dis quand même, le gars, faut le signaler. Je contacte Airbnb, je me dis quand même, faut que ça lui serve de leçon. Je vais pas laisser passer ça. J'appelle Airbnb, je leur explique, donc eux s'excusent. Super. En plus, je suis super hot. Donc, ils prennent soin de moi, ils sont là en mode... C'est-à-dire quoi, super hot? Super hot, c'est quand t'as... il y a un hot... Voilà, où t'as 5 étoiles, tout le monde est très content de ton appartement, il est bien référencé, tout est... T'as été sympa à l'aller au... T'as été sympa. Et en plus, on a été super sympa, toi et moi, avec Connor, quand même, pour le dépanner. On a été super sympa avec Connor. Et donc, du coup, donc j'appelle Airbnb, ils me répondent, ils me disent on va contacter. Donc j'envoie toutes les photos. Donc là, ils constatent les dégâts, ils constatent la souillerie générale qu'il a faite chez moi. Et donc le gars me contacte 2 jours après en s'excusant. Ouais, Connor. Et ça se finit bien l'histoire parce que le mec s'excuse, vraiment reconnaît ses torts. Je pense qu'il est redescendu de son trip. Toutes les drogues ont été dissoutes et diluées et digérées. Et le gars s'excuse et il me dit oui, je suis vraiment désolé, c'est la première fois que ça arrive. Et donc moi, j'avais demandé un dédommagement de 350 balles, quoi, juste pour pas grand-chose. Pourquoi, quoi, pour le ménage, au moins? Le ménage, j'ai tout jeté à la poubelle, parce que c'était vraiment dégueulasse. Et j'ai demandé un dédommagement aussi pour que lui... percute que voilà quoi, ça se fait pas, il va pas s'en tirer comme ça juste en s'excusant. Et il a payé? Et il a payé, il s'est excusé, il a payé ça s'est bien passé quoi. Tu vas pas lui relouer l'appartement non plus quoi. Non, c'est terminé. Mais d'ailleurs même les Airbnb depuis j'ai arrêté. Et est-ce que tu t'es posé la question? C'est intéressant parce que, honnêtement, quand Mathieu, on s'est parlé et tout ça avant, je lui dis, moi, je connais pas le principe de la conciergerie. Je savais même pas qu'il y a des conciergeries qui existaient pour les Airbnb, pour qu'on ait rien au type Airbnb, pour qu'on ait rien à gérer. Est-ce que tu savais que ça existait? Est-ce que tu t'es posé la question? Des conciergeries? Ouais. Oui, d'ailleurs, c'est même une conciergerie qui m'avait conseillé de faire du bail mobilité. En soi-disant rentabilité, tout ça, c'est plus intéressant pour celui qui loue de faire du bail mobilité. Et t'as arrêté complètement là? Et j'ai complètement arrêté Airbnb. Non, parce que j'ai eu aussi d'autres petites galères aussi comme ça. Mais là, le Connor, c'était le chef. C'était le maximum, c'était le boss de fin, quoi. Connor qui t'attend, barbe rousse. Ouais, c'est exactement ça. C'était un jeu vidéo, le mec était imbattable. C'était l'Irlandais qui t'attend, gars. T'as détruit la part. Non, mais là, si tu vois, s'il y a un Connor Irlande 5 étoiles, si c'est lui qui te fait une demande, faut pas accepter. Et donc tu sais que par curiosité, je suis allé voir les autres parce que tu peux voir ce qu'il a. Ah oui, les autres hôtes qui l'ont reçu. Amazing, Perfect Guest. Incroyable. Donc, faut pas se fier. Non, faut pas. C'est pour ça que c'est bien d'avoir une conciergerie pour bien comprendre. En fait, j'ai plusieurs questions déjà. La première des choses, c'est est-ce que tu es sûr que le profil Airbnb, c'est lui et que c'est pas un copain? Non, c'est lui. C'est lui. En tout cas, il a une photo avec un singe où on le reconnaît bien sur la photo Airbnb. Est-ce que quand tu as pris les papiers sur le bail mobilité, tu savais que c'était écrit Connor comme Connor sur Airbnb, etc. Donc ça veut dire qu'il avait déjà potentiellement un profil vérifié. Ouais. Quand tu as réclamé l'argent, à travers Airbnb, tu sais, tu as des procédures, etc. C'est lui qui t'a payé, qui t'a fait un versement? Oui, c'est lui, je pense. Je pense que c'est lui, 350, t'es gentil. Ouais, je sais, je suis sympa. Mais je suis pas... Déjà,
toutes les choses qu'il a vécues, il y a plein de gens dans ton cas qui, pas à ce point-là, qui viennent nous voir et qui disent, moi, je veux plus gérer ça, tu vois, c'est pas possible. Après, c'est pas parce que t'es tombé de vélo que tu vas dire je paye plus jamais de vélo, tu vois. Nous, pour le coup, on va t'accompagner et on va éviter tous ces problèmes. Je te donne un exemple. Déjà, t'étais loin, t'étais à distance. Le problème des serrures, là, t'es réglé déjà le premier soir. On a ce qu'il faut pour ça et c'est réglé dans l'heure. Il y a quelqu'un qui a le double des clés de tout. Déjà, on a les doubles et en plus de ça, on a des partenaires, on a des serruriers sur place et qui agissent dans l'heure. Ah oui, si jamais. Et au pire des cas, c'est nous qui relogeons la personne. Enfin, je veux dire, en fait, on t'accompagne, il n'y a pas de problème. La deuxième des choses, c'est que en termes d'assurance, on va te conseiller et on va contrôler l'identité, accompagner le voyageur. On va prendre une empreinte de carte bancaire ou bien une caution qui va pouvoir déjà limiter les dégâts. Airbnb, pour le coup, t'es AirCover. Si tu n'avais pas été payé par le voyageur, tu aurais pu faire une déclaration auprès de AirCover pour aller chercher justement tous les dommages. C'est quoi AirCover, pardon ? En fait, AirCover, c'est Airbnb, ils ont créé leur propre assurance, si tu veux. Si jamais ils n'arrivent pas à aller chercher l'assurance au voyageur, qu'il y a un souci, que c'est pas l'assurance du propriétaire qui prend en charge, eh bien, ils vont t'accompagner, ils vont dire, nous, en fait, t'es passé par notre plateforme, donc on va prendre le problème en charge et va falloir monter un dossier. Et du coup, nous, en tant que conciergerie, on va t'accompagner pour aller monter le meilleur dossier et jamais on sera allé chercher 350, je te le dis. On sera allé chercher beaucoup plus. Parce que tous les dégâts qu'il t'a fait, voilà. En fait, tu vas prendre, par exemple, je sais pas, si t'as des choses qui sont fracassées ou un ménage. Déjà, il a fumé dans le logement, c'était certainement interdit. Donc déjà, tu as des forfaits nettoyage, etc. Tu vas pouvoir mettre en place des factures. C'est toi qui as fait le ménage, tu passes par une société, tu le fais pas déjà, ou par une conciergerie, on te met la facture et l'argent, il vient sur ton compte puisque c'est toi le propriétaire. Combien il aurait pu demander ? Je sais pas, je pense entre 500 et 700 euros sur le truc, quoi. Sur ce qu'il me décrit, c'est un 35 mètres carrés. Après, je connais pas les dégâts, faut les voir. Tu sais, nous, on allait chercher des trucs qui étaient bien plus élevés que ça. Hein. Moi, je suis allé chercher jusqu'à 17 000 euros sur un jacuzzi qui était pété. Ah putain, j'avais pas de jacuzzi à l'appart. C'est compliqué. 35 mètres carrés, c'est l'homme. Mais tu n'aurais même pas voulu voir l'eau après. C'est pas. Et puis, c'était sur Paris, c'est une résidence secondaire ? Ouais. Ok, donc tu as fait un bail immobilité, déjà, t'avais un numéro de déclaration du bien. Donc voilà, déjà, tu étais en règle. Après, l'idée, c'est que là, c'est un cas rare, pour le coup, très rare. Par contre, il y a des solutions, déjà, t'aurais jamais stressé et on aurait réglé le problème avec une conciergerie immobilière. Prenant combien de pourcentage, tu disais, à peu près, avec en fait, conciergerie nous, on a deux forfaits, 20 et 25% de commission. Après, tu as des offres qui s'adaptent par rapport à certains profils sur est-ce que tu vas louer toute l'année, est-ce que c'est ta résidence principale, est-ce que tu as une villa, un château, est-ce que tu as... Voilà. En général, on est autour de ça. Pour 20 à 25%, t'as plus du tout dans le merde. Voilà, c'est vrai que c'est pas mal quand même. Bah non. Ça vaut le coup de filer. C'est surtout. Sauf s'il y a Guillaume qui passe des vacances avec toi et qui peut. C'est ça. Mais imagine. Tu peux te faire un borne mimosa à Paris en. Tu calcules borne et mimosa, le déplacement. Tu rentres derrière. T'as tous les problèmes à gérer. Tu perds un temps fou. T'es en stress, c'est pas possible. Tu dis plus jamais je veux faire. Tu prends une conciergerie. Tu lui donnes à elle de l'argent. C'est un service. Déjà, tu vas lui donner au lieu de donner aux impôts. Grossièrement, ça va être ça. Parce que tout l'argent que tu vas rentrer pour toi, le temps que tu vas passer tout le temps dedans, au final, vaut mieux le donner à quelqu'un qui est spécialisé dedans. Très clairement, en fait. Et encore, Saïf, il a donc eu un peu l'appartement sali et abîmé. Mais il y en a qui ont carrément des squatteurs qui se mettent à l'intérieur, haute galère, là, ça part plus du tout. On va faire rentrer Emmanuel et après, il y aura Madi qui a carrément mis des caméras cachées dans sa douche, entre autres, et qui l'a regardé en direct sur Internet. C'est peut-être Connor. C'est peut-être... Ou il y a pire que Connor. Il y a pire que Connor. On va faire rentrer Emmanuel et va nous raconter l'histoire des squatteurs. Merci, Saïf, en tout cas. Merci à toi. Merci. Allez, ça y est, on vient de faire rentrer Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bienvenue. Je me suis forcé à pas te parler avant. Je te l'ai dit, c'est vrai, pour garder la fraîcheur, parce que l'émission, ça doit être un moment de vraie vie. Et si jamais on feint le truc, parce que juste avant, tu nous as déjà raconté, ça marche pas. Donc moi, je sais de quoi tu vas nous parler, dans le sens, je sais que tu as eu des squatteurs. Oui. Et j'ai eu des photos de ton appartement. Ouais. Juste, tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fais dans la vie pour comprendre? Je suis chef privé. C'est vrai? Je cuisine, oui, je cuisine pour des particuliers, des professionnels, mais en mode événementiel. Travailler chez moi dans pas longtemps. C'est vrai? Avec les conciergeries immobilières, c'est mais carrément, ouais, carrément. Attends, chef privé, donc c'est dans quel cadre, pardon? C'est genre des mariages, c'est quoi? Ça peut être des mariages, des anniversaires, des choses comme ça, ou bien tout simplement des repas d'affaires. Parfois, ou bien des repas d'entreprise, dans les logements. Les touristes, souvent, aiment bien. Ils aiment bien que je vienne cuisiner chez eux, des repas français, etc. Ah, wow. Donc, par exemple, si tu veux repas d'affaires, tu veux pas cuisiner en même temps parce que c'est ton patron qui vient, ou machin. Tu appelles quelqu'un à domicile. Exactement. Et toi, tu cuisines dans la cuisine des gens. Tu cuisines, voilà, tout à fait. Et puis, c'est vrai qu'ils aiment bien, généralement, le prestige un petit peu d'avoir un chef en veste blanche de cuisine, etc. Ça plaît énormément. Un chef français, voilà, qui vient cuisiner pour eux, qui vient leur
présenter, leur parler des plats, etc. Ouais. Alors toi, Emmanuel, tu viens nous voir parce que tu as un appartement qui a été squatté pendant 2 ans. Ouais, j'ai juste ça comme info. Et je sais que tu viens de Paris. Oui. Et ton appartement est à Paris aussi, celui que tu loues ? Oui, à Paris. Oui. Donc c'est ton 2e appartement. En gros, c'est pas ta résidence principale. C'est pas ma résidence principale, c'est un appartement que j'ai pu acheter grâce à un petit héritage, voilà, tout simplement. Et le loyer de ce studio me permettait de payer mon propre loyer. Attends, je vais me permettre, excuse-moi. Vas-y, je t'en prie. Juste de donner des infos sur l'appart, c'est intéressant pour vous tous qui nous écoutez ou qui regardez l'émission. Et je vais vous montrer des photos que ça permet de resituer. Alors, on va le décrire, mais là, on voit il y a une petite cuisine. Il fait combien de mètres carrés ? Il fait 17 mètres carrés plus la mezzanine, donc une pièce de nuit en mezzanine. Et ce petit appartement, je l'avais acheté donc avec cet héritage. Je l'avais meublé, aménagé, j'ai fait toute la déco, etc. pour faire vraiment un joli petit endroit très mignon. C'était mon objectif, parce que je suis comme ça, voilà. Et puis, un jour, entre 2 locations, il a été, la porte a été forcée. Ils sont rentrés par effraction, ils se sont installés. Et je n'ai pas pu les déloger. Tu avais combien d'écart entre les 2 locations ? 24 heures. 24 heures ? Ouais. Et donc, tu n'avais pas de conciergerie, tu faisais toute seule ? J'avais une société qui gérait ça, dont je ne veux pas évidemment citer le nom, parce que je n'ai pas envie de leur porter préjudice, mais c'est eux qui ont découvert que c'était squatté et qui m'ont prévenu, et ça s'est mal passé, quoi. Et donc, toi, ils t'appellent, ils te disent, ils ne veulent plus partir ? Oui, en fait, la conciergerie, entre guillemets, m'appelle et me dit, on a un problème, on a un squat. Voilà. Et donc, ils sont allés les voir, et la personne qui était dans les lieux a produit un faux bail, voilà, en disant, moi, je suis là parce que j'ai quelqu'un qui m'a fait rentrer dans les lieux, qui m'a fait visiter, qui m'a fait un bail, je lui ai versé une caution, etc., etc. Ce qui est évidemment faux. C'est une technique. Il faut C'était quoi le type de personne ? C'était un homme seul, une femme seule ? C'était une femme avec un bébé, avec un tout petit bébé. Donc évidemment, un profil extrêmement, on va dire, qui donne envie d'être compatissant, quoi. Voilà. Et donc, toi, tu la rencontres, cette personne ? Tu vas la voir ? Tu dis, c'est pas possible ? Non, je ne suis pas allée la voir tout de suite parce que j'étais, choquée. Ouais. Oui, je ne savais pas comment m'y prendre. J'étais très, très mal par rapport à cette situation. Au début, j'ai vraiment laissé l'agence gérer. Et l'agence, ils se sont vraiment fait avoir par la nana. C'est une agence de location ou une conciergerie ? C'est une agence de location. D'accord. Ouais. Mais c'était de la location moyenne durée. Ce qui est incroyable, du bail mobilité. Tu as 24 heures entre-temps, tu as quand même une coïncidence exceptionnelle que ça tombe là. Si la personne ne le voit pas, c'était sur quelle plateforme qu'ils mettaient en ligne ? Ah non, ça je ne sais pas. Tu sais pas ? Je pense que c'était leur propre réseau de clients, etc. Ouais. En fait, il n'y a pas de transparence déjà dans ce que tu dis. Donc, tu m'as ramené des pépites sur des histoires franchement folles. Le squat, c'est un vrai problème en France. Aujourd'hui, là, j'ai l'avocat Xavier Demezois qui a fait un recours, qui a publié sur Internet. Xavier Demezois, aujourd'hui, c'est la référence dans la location type Airbnb sur la France. Il a fait un recours sur un squat. On lui a donné sa date d'audience dans 2 ans et demi, quoi. Et là, tu dis, mais il y a un problème. Et donc, comment tu fais ? Comment ça va se passer ? Tu vas réussir à récupérer l'appart, donc pas tout de suite, du coup ? Non, pas tu la rencontres jamais ? T'es pas tenté d'aller la voir ? J'ai été la voir plus tard, beaucoup plus tard. Parce qu'au bout d'un moment, quand ça dure, t'es obligé d'avoir des interactions avec eux, parce qu'en l'occurrence, c'était pas une personne seule. En réalité, les voisins m'ont dit qu'ils ont habité jusqu'à 5 dans cet appartement de 17 mètres carrés. Donc, j'ai fait faire une enquête sur elle par un détective privé. Je peux pas donner toutes les infos parce que c'est très très sérieux, c'est très grave. C'est fini là, de toute façon. Là, c'est fini. Oui, mais infos, il peut y avoir des représailles. C'est très sérieux, vraiment. Il y a des images que vous pourrez retrouver de télévision où ils attaquent un journaliste. Ils le mettent à terre, ils lui donnent des coups. Tu as fait appel à la télé en plus ? Alors voilà, c'est pour ça. Comment ça se passe ? C'est grâce à ça en fait que mon histoire a pu se régler, puisque en fait donc évidemment je lance une procédure judiciaire. Tu vas à la police ? La police ne peut rien faire, on le sait. C'est vraiment dramatique en fait ce genre de situation. Donc la police ne peut rien faire. Je lance une procédure judiciaire. Mon avocate de l'époque réussit au bout de 9 mois à obtenir une décision du juge
qui dit qu'on peut procéder à l'expulsion sans délai et sans tenir compte de la trêve hivernale, puisque ce sont des occupants sans droit ni titre. Donc, voilà, on peut les expulser. C'est-à-dire quoi sans droit ni titre? Ça veut dire qu'ils n'ont pas de bail, pas de quittance de loyer, ils ne payent pas de loyer, ils sont sans droit ni titre. Voilà. Et donc moi, je me dis à ce moment-là, super, 9 mois déjà sans loyer, ça a été dur. Je me dis, super, je suis enfin sortie d'affaire. Eh ben non. Non, parce qu'en fait, la décision du juge ne sert à rien. Tout simplement. Pour procéder à l'expulsion, il faut que ce soit la préfecture de police qui procède à l'expulsion. D'accord ? Le préfet de police a le droit de décider si oui ou non il va procéder à l'expulsion. Donc en gros, une décision de justice en France ne vaut rien. Elle ne vaut que si elle est exécutable. Elle date de quand, ton histoire ? Ça date de 2019 à 2021. Ouais, il y a eu des exemples après, des procédures qui étaient un peu accélérées quand il y a un contrôle qui a été fait tout de suite. Si ça en fait peut-être partie de l'histoire. Alors, je t'explique. La nouveauté au niveau de la loi fait que la procédure judiciaire peut être raccourcie. Mais l'expulsion dépend toujours de la préfecture de police et du bon vouloir du préfet. C'est squatté, ils ont changé les serrures ? Oui. Ouais, il y a un truc pour ça. On peut dire, parce que la vérité, c'est que c'est un vrai sujet en France, le squatting, ça rend fou. C'est-à-dire que toi, tu payais ton loyer en plus avec le loyer, tu payais ton loyer de ta résidence principale. Moi, j'ai été menacée d'expulsion parce que je ne pouvais plus payer mon loyer. À cause d'un squatteur. À cause d'un squatteur. Attends, et tu disais qu'il y avait des hommes, du coup, qui mettaient les journalistes, parce que tu disais, ils ont pris les journalistes, ils ont enlevé, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas qu'une femme avec un enfant. Non, ils étaient... Alors, il y avait cette femme avec son bébé, qui, entre-temps, n'était plus un bébé, au bout de 2 ans, tu vois. Elle avait... Officiellement, c'était son petit frère qui était à sa charge, son fils qui était à sa charge aussi. Et les voisins m'ont parlé d'une 5e personne, un homme qui était là en permanence. D'accord. Voilà. Et t'as pas été tenté d'appeler des copains à un moment donné pour leur foutre un coup de pied au cul Le problème, c'est que, si tu veux, j'encours des peines qui sont graves, en fait, si je fais ça. J'encours, je sais plus combien d'années de prison, je crois que c'est 3 ans de prison et 50 000 € d'amende ou quelque chose de ce style. Oui, la loi est du mauvais côté, là, quand t'écoutes. Oui, mais moi... Mais tu peux aussi jouer... Pourquoi tu squattes pas? Parce que je sais que ça existe, hein. Il y a des sociétés qui le font, alors elles le font, voilà. C'est ça. Mais tu squattes le squatteur. En fait, tu vas, au moment où ils sortent, c'est contre 4, c'est un plus 4. Et oui, c'est un plus 4 sur plus 4. C'est ça. En fait, tu y vas et tu te mets... Sauf que je te cache pas que 17 mètres carrés à 5, moi... Faut attendre qu'ils sortent. Hein. Oui, mais ils sortent jamais. Ouais. Ils sont 5 dans l'appartement, ils s'arrangent pour qu'il y ait toujours quelqu'un. Ah oui, mais c'est un roulement et tout. Ouais. Ah oui, oui. Il y a quand même un vrai doute sur le fait que tu es 24 heures. Donc ils ont eu l'information obligatoire du fait que entre les créneaux, c'était disponible. Bien sûr. Déjà, première chose. La deuxième des choses, c'est comme tu as dit, moi, il y a un mec qui s'est fait squatter comme ça. Il est rentré dans le logement, il s'est attaché au radiateur avec les menottes. Oui, et il a dit, venez chez moi, je suis séquestré. Les flics sont arrivés, ils ont viré les gens. Oh, en fait, tu dis, mais oui, en fait, quand il n'y a pas de justice comme ça, parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas de justice sur les squats, du fait que, en France, les propriétaires ne sont pas protégés. On protège toujours le locataire. Pour finir l'histoire, pardon, oui. Tu vas appeler les médias, c'est comme ça que tu vas faire médiatiser l'affaire, parce qu'au bout d'un moment, t'en as rien le cul, c'est normal. Personne ne t'aide. Et là, donc, ça va passer à la télé, ça va passer dans plein d'endroits. Les journalistes vont se faire menacer, etc. Comment ça va se résoudre? Alors, en fait, j'ai eu énormément d'articles dans la presse, la télé, etc. Tu passes dans quoi comme émission, par exemple? Enquête exclusive, j'ai eu beaucoup d'articles sur Le Parisien, j'ai eu sur le Figaro Immobilier, enfin, énormément d'articles dans la presse qui ont été repris, parce que, effectivement, c'était tellement dément d'être menacé d'expulsion, moi. C'est grave. Parce que j'avais des squatteurs dans mon studio, enfin c'était fou. Et donc, au bout d'un certain temps, à force d'avoir des parutions dans la presse, j'ai été contactée par le ministère du Logement. Donc, le ministère du Logement me contacte en me disant on a bien entendu votre appel, on va s'en occuper. Quelqu'un d'important au ministère? Le secrétaire de cabinet. Du ministre? Du ministre. D'accord. Du Logement. Donc là, t'es prise au sérieux quand... Oui. Là, il m'a appelé, il m'a dit voilà, on est... Il se passe combien de temps entre le début et là, quand ils te prennent au sérieux? 2 ans. Ah oui. Il passe 2 ans. 2 ans. En gros, le préfet de police m'envoie un courrier en me disant nous ne procéderons à l'expulsion de ces squatteurs que lorsqu'on aura trouvé une solution de logement pérenne pour eux. Okay. Il faut d'abord les reloger. Il faut d'abord les reloger. Truc de fou. Moi, j'appelle les services sociaux, je leur dis écoutez, vous pensez que ça peut prendre combien de temps pour leur trouver une solution de logement? Je voulais savoir quand même, avoir une idée. Et là, la personne me dit, écoutez, on n'en sait rien. Vu la situation du logement social sur la région parisienne, ça peut aller jusqu'à 10 ans. Et là, je m'effondre. Je me dis, 10 ans, c'est pas possible. Je pourrais jamais tenir financièrement. C'est un enfer, quoi.
Donc je contacte la presse. Là, la presse s'en empare, etc. Et donc, le ministre t'appelle? Alors, le ministre m'appelle, me dit « Ok, on a compris, il y a un problème, on s'en occupe ». 15 jours plus tard, les squatteurs étaient dehors. C'est qui? C'est la police qui allait, ouais. Ah oui, du coup, en fait, là, ils ont contacté la préfecture. La préfecture a procédé à l'expulsion. Ouais. Ils n'ont pas du tout trouvé une solution de logement pérenne. Ils les ont mis dans un hôtel, dans le 9e. Les pauvres. Payés par qui? Un pauvre hôtel. Payés par qui, à ton avis? Par nous? Bah oui. Incroyable. Donc un hôtel à Opéra. Non, Oui, parce qu'en fait, la squatteuse, elle disait oui, non, mais moi, j'ai pas envie d'aller habiter en banlieue. Moi, je suis bien ici. Fabuleux, hein. Ouais. Voilà. Mais c'est grave. Hein. Après, elle a raison, si on lui paye, ça serait con de pas le faire. Mais tu sais, quand tu vois l'histoire, tu te dis, il y a un bail qui a été créé et tout. L'organisation derrière, c'est qu'ils savent que ça se passe comme ça. Évidemment. Mais ça doit te rendre folle, toi. Et donc, ils sont délogés, tu récupères ton appartement correct ou ils l'ont abîmé? Complètement saccagé. Ouais. Ne serait-ce qu'au niveau hygiène, on a mis 3 jours à 3 dans 17 mètres carrés pour nettoyer. J'ai reçu des photos. C'est quoi ça? On voit, tu vois, c'est après quand tu l'as récupéré, c'est tout abîmé, quoi. Les murs sont déchirés, il y a des fenêtres pétées aussi. Il y a des fenêtres pétées. Avec du cellophane. Ouais, ils sont restés. Comment ils pètent des fenêtres? Et là, on voit... Le radiateur tagué. Non, je pense que c'est même pas tagué, ils ont mis des vêtements mouillés dessus. Ça déteint, ouais. Et enfin, 5 personnes dans 17 mètres carrés. Il n'y a plus de poignées de porte et tout. Oui, ils ont vraiment complètement détérioré. T'en as eu pour combien de travaux? Elle a estimé les travaux à 10 000 €. Ok. Comme j'ai été ruinée. Je ne pouvais pas payer 10 000 € de travaux. Donc, grâce à ça, en fait, j'ai eu quand même des gens qui m'ont contacté pour m'aider. Donc, il y a eu des gens qui sont venus m'aider bénévolement pour nettoyer. Il y en a qui sont venus m'aider bénévolement pour repeindre, remettre en état l'appartement. Il y en a qui m'ont donné des matériaux, de reste de leurs travaux, etc. J'ai eu énormément d'aide. Donc ça, c'est génial. Ça t'a coûté combien au total avec les frais d'avocat? Parce que ça coûte cher. Tout compris, entre les loyers impayés, les frais de justice, les frais de remise en état, j'en ai eu pour 40 000 €. Et les loyers impayés t'ont été remboursés? Jamais. Ton assurance l'a pas fait? Le truc, c'est que comme c'est du squat, du vrai squat, occupant sans droit ni titre, entrée par effraction, il n'y a pas de loyer impayé puisqu'il n'y a pas de bail. Alors là, je ne suis pas assureur, mais est-ce que tu avais coché la case perte d'exploitation ou pas? Non, parce qu'en fait, alors ça, c'est probablement une subtilité que j'avais pas qui est intéressante. C'est pour ça que, là, en gros, là, c'est typiquement ton rôle. Conciergerie, t'arrives et tu parles de tout ça au début. Nous, on certifie que la personne soit bien assurée, on récupère l'assurance, d'accord? Et on vérifie. Là, tu étais propriétaire non occupant. Oui. Donc, tu as pris une PNO. Oui. C'est ça. Tout à fait. C'est ce que ça veut dire, en fait. Tu prends une assurance sur une résidence secondaire ou un investissement locatif, tu prends une assurance propriétaire non occupant. Deuxième des choses, on assure les meubles. Une partie a été prise en charge par l'assurance. Et la perte d'exploitation, parce que sinon... T'as déjà eu squatting, toi? Dans nos logements? Jamais. Jamais, parce qu'en fait, tu as tellement un gros suivi derrière et des moyens aussi de contrôle qui fait que, tu vois, nous, on a par exemple des détecteurs de bruit de décibels dans les logements. Juste ça, tu vois. Admettons que ça arrive, c'est entre 2 locations, tu vois. Dans tous les cas, vu que c'est très proche derrière, on sait tout de suite ce qui se passe. Et il y a des procédures maintenant accélérées grâce à toi, je pense, sur le fait que tu as fait le buzz, quoi. Voilà. Et pour terminer, ça y est, tu as récupéré l'appart maintenant et tu continues de le louer ou pas? Je l'ai remis en location. Là, pour le coup, je l'ai mis en location longue durée, justement, avec un bail meublé d'1 an renouvelable. Et avec, non pas une garantie loyer impayé, mais la garantie Visale. Qui est intéressante. C'est quoi, garantie Visale? C'est une garantie d'État, en fait, qui garantit les loyers impayés. Alors, ils étudient le dossier. C'est pas accessible à tout le monde. Ça va être pour des étudiants ou des jeunes travailleurs, etc. Ils étudient le dossier. S'ils te donnent la garantie, en fait, ils te garantissent les loyers si le locataire ne paye pas. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Plaisir. C'est vraiment sympa de nous avoir expliqué ton histoire. Avec grand plaisir. On se reparle après parce que j'ai plein de questions à te poser, d'accord? Parce que parfois, en tant que concierge, il a parfois besoin de chefs à domicile. Ah, aussi. J'avais pas pensé à ça. Oui. Mais sur l'accompagnement de tes logements, tout à fait. Faut vraiment être entouré par des professionnels. Et aujourd'hui, avec les nouvelles lois qui sont sorties, t'encours quand même jusqu'à 100 000 € d'amende en tant que propriétaire si jamais t'es pas dans les règles. Et la
conciergerie également. Donc on est soudés, on est ensemble. Il va falloir que ça se passe bien. Donc voilà, on va pas faire n'importe quoi. Bon, on a plein de choses à faire ensemble. Là, on a parlé donc d'un appartement abîmé, puis d'un appartement squatté et saccagé. Maintenant, on va faire rentrer Madi qui s'est fait filmer dans un Airbnb. Pour terminer, on voulait prendre 3 personnes qui avaient vécu des anecdotes ça, c'est le combo, désagréables avec les Airbnb, possibles d'ailleurs. Voilà, c'est pas les seuls. Hein. Et donc, c'est à ça que ça sert aussi d'avoir une conciergerie. Donc, on va faire rentrer Madi maintenant. C'est parti. Ça y est, on a fait rentrer Madi pour terminer les histoires. 3 anecdotes de personnes qui ont vécu des galères avec des locations courte durée, très courte durée, comme du Airbnb par exemple. Salut Madi. Bonjour. Merci de venir. On ne s'est pas parlé avant exprès aussi. Ouais. T'arrives près de Luxembourg, toi? Oui, c'est ça. À côté de Metz, plus ou moins. T'as fait l'aller-retour exprès pour nous? Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Trop gentil. Tu fais quoi dans la vie? Je suis indépendante dans la formation. D'accord. T'as une copine qui s'appelle Paloma. Oui. Et il y a combien de temps vous êtes partis d'ailleurs dans Ça fait 2 ans maintenant. Vous partez en vacances à Annecy. Oui. Avec une copine. Vous louez un Airbnb. T'as l'habitude d'en louer ou c'était la première fois? Non, j'ai l'habitude. T'as l'habitude. J'en ai fait plusieurs avant. Donc contrairement aux 2 autres, vous avez compris, c'est une cliente du Airbnb. C'est-à-dire que c'est pas... voyageuse. Oui, c'est une voyageuse, c'est pas un propriétaire d'appartement qui le loue, c'est le contraire. J'en ai fait les frais. T'arrives dans cet appartement, c'est joli Annecy en plus, hein, c'est très beau comme ville. J'adore. Avant, j'étais amoureuse de la ville. L'architecture, le lac, tout était bien. Ah, c'est magnifique. Oui. Et qu'est-ce qui va se passer dans cet appartement? T'arrives le premier jour, tout va bien? Pendant 3 jours, tout va bien. Et on découvre un peu les lieux. C'est un truc qui est super charmant. Il y a un chalet dans le jardin avec un espèce de jardin chinois, japonais, plein de trucs vraiment hyper dépaysants et ce qu'on cherchait. Et en fait, au bout du 3e jour, je vais me rendre compte que dans la salle de bain, il y a un truc qui cloche. En face, je suis en train de me laver, nue forcément, et je me rends compte qu'en fait, il y a un réveil qui est juste en face de moi. Et là, je me sens vachement vulnérable face radio au réveil, quoi. Ouais, radio réveil. C'est ça. Et à l'avant, on voyait que l'heure. Donc au début, je me suis dit, ok, peut-être qu'il a juste besoin d'avoir l'heure dans la salle de bain, un peu naïf. Non, en fait, en vrai, une horloge dans une salle de bain, c'est pas déconnant. Moi, parfois, je prends des bains ou une douche. C'est bien de savoir quelle heure il est le matin. Oui, voilà, pour pas être en retard au taf. Jusque-là, c'est pas non plus... Pendant 3 jours, c'est ce que je me suis dit. Mais le 3e jour, je trouvais que c'était quand même bizarre que ce soit vraiment super orienté face à moi pendant que je suis en train de me laver. Et je vais me sécher et puis je vais attraper le réveil et en fait, je vais voir qu'il y a une caméra, il y a un objectif devant. Comment tu la vois? Tu regardes avec ton portable, avec une lumière? Avec la lumière, parce que c'est une vie de Santin. Donc avec la lumière, en fait, je vois au final la lentille qu'il y a devant. Et puis je vais le retourner et je vais trouver la carte mémoire et puis le câble pour connecter à Internet le réveil. Ah, donc il regardait en direct? Ouais. C'était connecté sur son téléphone, il avait l'application. Et en plus, elle se déclenchait par détection de mouvement. Donc, si je passais devant, ça envoyait une notification pour dire un mouvement ou une personne a été détectée. Et puis lui, il pouvait voir il savait, en direct. Ouais, alors il savait parce qu'en plus, dès que j'étais trop près de cette caméra-là, il m'appelait sur mon téléphone, parce que quand on fait les réserves... Non, mais tu peux aller débrancher la Wi-Fi, débrancher la Wi-Fi, parce qu'elle ne fonctionne plus. J'ai eu le technicien, voilà, pour me faire... Il y a mon fils qui va passer pour nourrir les poissons, tu peux aller remettre la clé, alors que je suis encore dans le logement, tu peux aller remettre et que j'aurais pu ouvrir la porte. C'est une dépendance de son logement, à lui? Ouais, il y avait une chambre en dépendance, et la salle de bain et la cuisine, c'était un espace commun. Alors, pour notre réservation à nous, non, il n'était pas là. On avait échangé un peu avant, parce qu'on peut parler avec les autres, et il nous avait dit qu'il ne serait pas là. Donc, du coup, on avait confirmé la réservation. Mais sinon, oui, il y a des gens qui, dans des réservations ultérieures, qui l'ont croisé. Ah, waouh! Et donc, tu vas voir... Alors, petit conseil, si jamais un jour vous voulez voir s'il y a un appareil photo, enfin, un objectif qui est caché dans un objet, vous pouvez prendre la lumière de votre téléphone et vous la passer. Ça permet de voir en transparence, souvent, avec les fenêtres Santin. Moi, je le fais dès que je rentre quelque part. Et j'ai même un appareil qui est fait exprès, pour tout te dire, où je mets mon œil dedans. Après, moi, je suis un peu parano. Mais t'as raison. Mais avec les métiers qu'on fait, on ne sait jamais. Et en fait, j'ai 4 petites diodes rouges et je regarde. Et après, je peux aussi voir s'il y a... J'ai un appareil qui permet de voir s'il y a des trucs sans fil cachés, un micro, des trucs comme ça. Parce que comme on reçoit des politiques, nous, on reçoit pas mal de types de personnalités, c'est bien, de temps en temps, de ce qu'on appelle dépoussiérer. Donc, regarder s'il n'y a pas... De toute façon, il n'y a personne qui va mettre quelque chose dans mon bureau. Et tu sais que tu as une appli aussi, quand tu rentres dans les logements comme ça, quand tu es connecté au Wi-Fi, qui te dit quel appareil est connecté dessus.
C'est pas mal ça. Et que ça marche aussi à l'hôtel ou autre. Dès l'instant où tu es connecté dessus, tu vois le nombre de lignes qu'il y a. Tu peux savoir. Ah ouais, si tu te dis, attends, il y a une box, ok, il y a une télé qui est connectée, puis tu vois, je sais pas, 4-5 lignes, tu dis, ouais, il y a des trucs ici qui sont encore connectés, ils sont connectés d'où? Donc en fait, ça te permet justement de contrôler ça. Mais ça marche que quand c'est connecté au Wi-Fi, parce que par exemple, le réveil que moi j'ai trouvé, il fonctionne même s'il n'est pas connecté à Internet. Ouais, mais là, c'est très très vicieux. Parce qu'il y avait une carte mémoire derrière, en fait. Donc la caméra, elle enregistrait comme une caméra classique. Et juste pour pouvoir avoir accès à l'application ou la caméra à distance, là, on pouvait connecter à Internet. Mais potentiellement, il pouvait la laisser poser sans la connecter au réseau. Putain. Ouais, donc il avait juste la carte mémoire à la fin de ton application et récupère toutes les images d'un coup. Bah là, il ne l'avait pas récupérée depuis 3 mois, la carte mémoire. Il l'avait pas vu. Tu vas regarder dans la carte mémoire? Bah parce que je vais aller porter plainte. Et tout de suite. Et du coup, on va être obligé de visionner les images pour... les images qui correspondent à notre période de location. T'es pas la seule, j'imagine. Non, il y avait en tout, sur la carte mémoire, il y a 15 personnes différentes. Oh, c'est horrible. Et donc toi, tu emmènes le radio-réveil, tu l'arraches, enfin, tu le débranches et tu pars avec à la police. Exactement. Alors d'abord, j'appelle Airbnb, parce qu'il faut savoir que moi, dans ma location, il me restait encore 2 jours. 2 jours à rester sur place, et c'était hors de question. Parce que du coup... oui, tu sais pas s'il y en a d'autres. Bah, je sais pas si... Alors si, je savais qu'il y en avait d'autres, du coup. Mais c'est surtout que lui, potentiellement, il m'a vu, en fait. Voir qu'il y avait une caméra. Et tu dis c'est dangereux, quoi. Bah, j'ai eu peur. Bah, oui. Ouais, normal. J'ai eu vraiment peur. Du coup, j'appelle Airbnb pour être relogée. Parce qu'il est hors de question que je fasse une nuit supplémentaire là, quoi. Et sauf que ils m'ont expliqué qu'en gros, leur service, ça fonctionne pas comme ça, que c'est moi qui dois retrouver un logement par mes propres moyens pour les nuits qui me restent, et qu'ils feront une prise en charge si je trouve quelque chose par la suite, quoi. C'est ce qu'on disait, c'est que Airbnb, c'est une plateforme qui met en relation le voyageur et le propriétaire. Donc il n'y a pas de suivi, c'est une intermédiation, c'est-à-dire que voilà, c'est pas eux qui gèrent ton voyage, ils vont pas te reloger. À la différence, si tu es bien accompagné, là tu es pris en charge direct. Il y a un vrai problème, il est fou le mec. Il y a un petit problème de sécurité. Attends, donc tu vas à la police, ils disent quoi? Alors on appelle les gendarmes, déjà ils sont sidérés, parce que c'était pas dans la gendarmerie d'Annecy, c'était vraiment juste un village à côté. Donc je pense qu'à part des vaches disparues, ils n'avaient jamais eu d'autres affaires un peu comme ça. Il y a des affaires, attention, vers Annecy. Ouais. Il y a la tuerie de Chevaline, il y a eu des meurtres dans le réseau, il y a eu des gros trucs quand même là-bas. Là, on était leur premier cas en tout cas. Ils avaient jamais, ils avaient même pas de quoi lire les cartes SD tellement c'était pas, c'était une micro SD en plus, vraiment le truc hyper compliqué. Et ils ont été vachement compatissants et sympas avec nous. Et on a porté plainte pendant 5 heures. On a été entendus, on a visité, ça gâche un peu le week-end en plus, quoi. Ah, complet, ouais. T'as été confronté au mec? Non. Voilà. Ils l'ont convoqué, le garçon? Alors, quand il est rentré de son petit week-end, il était attendu par les forces de l'ordre. Et puis, ils ont récupéré ordinateur, téléphone, disque dur, etc. Et il avait fait ça sur beaucoup d'autres personnes? La caméra, elle a été achetée en 2021. Ah ouais, donc il y a eu plusieurs années d'enregistrement, etc. Machin. Et il y a eu un procès ou pas? On est encore en cours d'instruction. Lui, t'a contacté? Oui. Il m'a contacté dès le lendemain parce qu'il a reçu un mail d'Airbnb qui lui indiquait que son compte était bloqué. Parce que juste après nous, il y avait encore des gens qui devaient arriver dans la location. Donc ça a été bloqué pour éviter les problèmes par la suite. Et comme l'affaire elle a été un petit peu médiatisée et que du coup des gens ont commencé à savoir qui c'était, et il m'a envoyé une lettre dans laquelle il m'explique pourquoi il a fait ça, en me menaçant aussi. C'est vrai? Ouais. Oh. En me disant que j'ai ruiné sa vie, que à cause de moi... C'est ta faute en même temps. C'est moi la coupable. T'avais pas de mettre nu dans la douche? Non, non. Oui, tu l'avais habillé normalement. C'est normal. Et que j'avais ruiné sa vie. C'est un homme d'un certain âge? C'est un jeune? C'était quoi? C'est un homme d'un certain âge. D'accord. Un papa célibataire entre 40 et 50 ans, je dirais. Certain âge. D'accord. Putain, ça y est. Tu vas avoir 40 ans, un certain âge maintenant. Non, plus vers 50 que 40. Elle se rattrape, t'es. Non, un peu plus vers 50 quand même. D'accord. Donc il t'envoie il te dit quoi dans les menaces? Que ruiner sa vie, machin. Que j'ai ruiné sa vie et que en gros il veut que je retire ma plainte, qu'il comprend même pas que y ait une affaire de justice là-dessus parce que il y a des voleurs et des dealers qui prennent moins et que lui c'est un bon père de famille, etc. C'est de l'intimidation en fait. Il veut
que je retire ma plainte et surtout que j'arrête de parler de tout ça et voilà quoi. Tu l'as pas fait? Non. Non. Et donc tu as contacté les médias, etc. J'ai contacté les médias et puis certains youtubeurs m'ont contacté. J'ai fait d'autres émissions de télé pour... Mon but, c'est pas de m'acharner sur lui, parce que bon, lui, il fait sa vie et moi, je fais la mienne. La justice fera son travail, mais c'est d'informer qu'en fait, ça n'arrive pas qu'aux autres. Non. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Parce que moi, j'ai été informée que ce genre de truc existait par un TikTok d'une autre fille que j'avais vue, à qui c'était déjà arrivé. Donc, c'est des histoires qu'on commence seulement à entendre. Et elle, c'était arrivé sur la période de Nouvel An dans une autre ville. Et je vois le truc et je me dis, ah ouais, ben, je vais quand même peut-être me méfier un peu, quoi. Tu continues de louer des Airbnb depuis? Non. Non, absolument pas. Ça t'a trop mal, ni Airbnb, ni une autre plateteforme. Plus d'appartements qui a... Tu fais que hôtel maintenant? Ouais. Est-ce que, en tant que conciergerie haut de gamme, est-ce que tu peux vérifier ça? Est-ce que vous regardez? Bien sûr. Bien sûr qu'on vérifie. En fait, déjà, le logement, souvent, on l'accompagne, on fait le tour au détail, on connaît tout sur tout. Il y a des contrôles derrière, on va tout vérifier. Ça, ce genre de choses, c'est juste inacceptable. Par contre, encore une fois, c'est arrivé chez quelqu'un qui était complètement taré. Et heureusement qu'il y a des gens... Il faut appeler un chat un chat. En fait, la question moi, que je vais te poser, c'est t'as payé combien la nuit? Comme c'était le week-end de l'Ascension, c'était à peu près entre 80 et 100 euros la nuit. Pour combien de personnes? 2. 2 chambres? Non, une chambre. Une chambre? C'est une dépendance? De son logement, oui. Et lui, il avait des super avis sur Airbnb? Que des super avis. Et en plus, il y avait, ce qui m'avait mis là, un peu en confiance, c'est qu'il y avait des femmes seules qui avaient voyagé chez lui dans la chambre, parce qu'il y avait plusieurs chambres, dans la chambre qui était dans son logement et qui avaient mis des avis positifs. Après, le risque zéro n'existe pas, tu as des psychopathes partout. Oui, simplement, c'est pour ça. Enfin, nous, le contrôle qu'on a derrière, c'est déjà contrôler l'état du logement, faire ce qu'il faut. Encore une fois, le risque zéro n'existe pas. Ça reste leur logement. Par contre, demain, je fais très cru, t'es pas obligé d'avoir ça que dans des Airbnb. Tu vas dans une chambre d'hôtel, il sait que le mec, il vient et il se met dans l'hôtel, il connecte des toutes petites caméras, il les planque, personne ne le sait. Hein. Et à un moment donné, enfin, tout est faisable. Donc là, t'es juste tombé sur un taré, quoi. Après, j'ai pas voyagé et je suis pas sortie de chez moi pendant presque 1 an. Hein, suite à ça, parce que j'avais entendu des hôtels dans les vitres, dans les... Non, mais c'est après, j'ai commencé à psychoter aussi. T'es allé voir un psy? Oui, j'en vois toujours un. Parce que donc, quand j'ai été porter plainte avec ma copine, après j'ai été suivie parce que ça m'a créé pas mal d'anxiété, des traumatismes, puis je sortais plus de chez moi, quoi. C'est vrai? Normal, ça t'a... ouais, j'avais peur de rentrer dans ma propre douche. Je me sentais observée dans ma propre maison, alors que je sais quand même, enfin, je suis saine, je pense, être saine d'esprit. Je me filme pas moi-même dans ma douche, mais ça m'avait créé un espèce de blocage. J'arrivais plus, puis je voulais plus. Les gens que je connaissais pas, je pouvais pas leur adresser la parole. Être dans des lieux où il y avait beaucoup de monde, ça me créait une oppression, de l'anxiété, vraiment. Ça m'a vraiment atteint ce genre de choses. Et pour le boulot, ça t'a impacté après, pour ton travail? Oui, j'ai pas été capable de retourner travailler. Et j'ai d'ailleurs été licenciée. Donc on va dire que oui, ça m'a créé plusieurs... en cascade, quoi. Ouais. Donc c'est quand même, tu vois, un vrai traumatisme. Merci d'avoir raconté ça. Donc tu as rebondi professionnellement en créant ta... Oui, maintenant je suis indépendante. Maintenant je suis indépendante. T'es en freelance? J'ai créé ma société. Et puis, je fais de la formation en étant indépendante. Tu as regardé si l'appartement était encore à louer? Alors, je sais que quand moi, j'ai fait bloquer Airbnb, il est passé par d'autres plateformes et d'autres plateformes de location dans le même style. Mais par contre, je crois que maintenant, il a confié son appartement en conciergerie. Et lui, je sais qu'il a déménagé, il a changé de région. Ouais. Ok. Merci en tout cas d'être passé et tout, c'était intéressant. Merci à vous. Une question pour Mathieu là. Est-ce que vous vérifiez l'antécédent? Est-ce que vous avez quelqu'un qui vous appelle, vous regardez sur les plateformes s'ils ont été bannis avant? Alors en fait, tu as le moyen de signaler quelqu'un, un profil. C'est assez bien fait sur certaines plateformes. Il y a d'autres plateformes qui le font très très mal. Je te parlais du cambriolage quand il n'y avait plus rien dedans, tu sais, dans le logement. La personne, elle avait déjà signalé sur un comportement juste parce qu'elle avait fumé dans le logement et on n'en veut plus. C'était un numéro de téléphone et elle a pu réserver sur la même plateforme avec un autre nom et même numéro. Donc le contrôle est bidon. Par contre, ce qui serait bien à l'avenir, et ça c'est ce sur quoi on se bat dans le métier, c'est qu'en fait un numéro d'identification du logement obligatoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas déclarer un logement auprès de ta mairie pour dire je fais de la location meublée.
ce numéro, il devrait être communicant. Il devrait y avoir, en fait, je pense, je sais pas comment on peut dire, un casier avec toutes les informations. Il y a eu sur telle plateforme, il y a eu tel problème, un historique. Et ça serait logique. Après, encore une fois, j'espère que cette personne sera jugée. Et j'espère surtout qu'il n'a pas publié les vidéos à droite à gauche pour faire des choses, quoi. Je sais pas. Et ça, c'est pas une question que j'ai envie de me poser. Par contre, les autres plateformes, moi, j'avais signalé, en fait, parce que je l'ai trouvé, l'appart. Et j'ai signalé, justement, que cette personne-là, et ce qui s'était passé, avec la copie de ma plainte. Pas en mode diffamation, mais vraiment en version c'est grave, j'ai des preuves de ce que je dis, etc. Et en fait, elles m'ont répondu que comme l'incident s'est pas passé sur leur plateforme, il n'y a aucune raison qu'ils suppriment l'annonce. C'est vrai? Ouais. Incroyable. Merci d'être venu. Merci pour l'invitation. D'avoir fait les retours de chez toi dans l'Est pour venir nous raconter ton anecdote. C'était un plaisir de te rencontrer en tout cas. Merci à vous. C'était super intéressant. On va parler maintenant des anecdotes, des choses qu'on t'a demandé en tant que concierge et tout ce que tu peux proposer vraiment au panel au sens vraiment très large. Alors, on te demande des trucs légaux, parfois pas légaux, tu vas nous raconter. Vous devez te dire, attends, calmos, quoi. Ouais, des trucs que j'ai découverts. On va se raconter tout ça maintenant. Allez, ça y est, on a terminé avec les 3 anecdotes. Cette histoire de comprendre, mais ça permet un peu de mieux comprendre l'intérêt d'avoir une conciergerie quand tu veux louer un appart en courte durée, puisque les mettre sur Airbnb, c'est bien, ou sur d'autres plateformes. Mais là, tu te rends compte qu'en fait, il peut y avoir des galères quand même à les gérer. Juste, tu as créé ta boîte. Comment vous avez créé votre boîte? Comment vous avez financé le début? En fait, en France, tu as une faculté à lancer une boîte quand tu étais salarié avant. C'est que si tu sors sur une rupture conventionnelle où ça fait des années que tu es dans ta société et que tu sors et tu démissionnes pour création d'entreprise, tu as des aides de l'État, en fait. C'est-à-dire que tu touches ton chômage pendant 1 an et demi, 2 ans. Ça s'appelle les aides de retour à l'emploi. Ce qui te permet d'avoir un salaire du chômage, en fait, pendant que tu lances ta société. Donc, tu n'as pas d'épée de Damoclès au-dessus de ta tête. Nous, on l'a fait comme ça. Moi, quand je suis sorti, j'ai obtenu une rupture conventionnelle avec mon patron. Et puis, on est 4 dans ce cas-là. Vous avez eu besoin de combien d'argent? Là, on est parti avec 0, nous. Hein. 0. Hein. 0? Ouais, en fait, j'ai un copain qui avait une boîte de com. Quand on a fait le site web et tout, on avait tellement pas de sous qu'on lui a payé 500 balles comme ça pour qu'il nous arrange un peu sur un site qui en valait beaucoup plus. Mais voilà, il m'a filé un coup de main. Ah, tu te débrouilles, quoi. Et en fait, aujourd'hui, je suis devenu son plus gros client, tu vois. Mais c'est marrant, on est parti de rien. Et en fait, ça avait fait... si tu veux, nous, on a commencé en septembre 2022. On a déposé... Enfin, on avait 2 agences comme ça entre nous. On a fait quelque chose qui nous ressemblait. Combien de chiffre d'affaires? Le chiffre d'affaires, au tout première début... Première année, on dépose la marque en février 2023, d'accord? Et on s'associe à 4 sur la marque Primo Conciergerie. Et à ce moment-là, on commence sous ce système de licence de marque qui se rapproche de la franchise. Et notre première licence qui arrive, c'est la Corse. Donc derrière, on développe comme ça, petit à petit. On a tellement de demandes. En fait, au départ, la première année sur la marque Primo Conciergerie, donc t'as la marque et t'as les 2 agences qui n'ont rien à voir, on fait 38 000 € de chiffre. Après, les agences, elles créent du chiffre d'affaires aussi par rapport aux propriétaires qu'on accompagne. Mais le système de franchise, en fait, c'est que tu as la marque et ensuite, tu as des entités. La première année, on fait 38 000 € et la deuxième année, on fait 1 million. Donc, en fait, on évolue assez rapidement du fait qu'on rentre des licences de marque. Mais après, on a Qu'est-ce que ça veut dire faire des licences de marque? C'est-à-dire que tu as des équipes comme la franchise. en province? C'est comme la franchise. Il n'y a pas d'équipe, c'est leur société. C'est leur société. Imagine que toi, demain, tu décides d'arrêter Guillaume Play, ce que je te souhaite pas parce que tu es génial sur le coup. Mais c'est vraiment, tu te dis, moi, je veux sortir, je veux faire autre chose, d'accord? On sort du salon de la franchise, par exemple. Les gens viennent au salon, ils se disent, moi, je suis salarié, j'en peux plus, je veux passer, je veux être à mon compte, je veux un projet. Mais je ne connais pas ce projet. Je ne connais pas l'entrepreneuriat, je ne sais pas comment faire. Nous, on va les former de A à Z et ça va devenir leur société. C'est leur boîte. Et ils la gèrent, c'est leur entreprise. Nous, on n'intervient pas dans la gestion. Par contre, on arrive avec des process, avec des outils, avec un accompagnement qui permet de gagner du temps et de partir sur un concept qui fonctionne. Donc, c'est-à-dire qu'eux, ils arrivent et ils ont une équipe, ils vont gérer les biens avec votre nom. C'est ça. Avec votre façon de faire. En fait, on a des standards de qualité, on a des outils numériques, on a un accompagnement sur le terrain. Ils ne sont pas tout seuls. Tu sais, quand tu es chef d'entreprise, tu es tout le temps tout seul en général quand tu te lances. C'est pour ça qu'ils vont chercher des modèles de franchise. McDo, Burger King, ils étaient tous là au salon. C'est toujours le même process en fait. C'est combien de franchisés aujourd'hui? Alors, en fait, nous, en franchisé, on a moins d'une 50aine. Mais en nombre d'agences, puisque tu peux avoir un franchisé qui a plusieurs agences, on est à 90 aujourd'hui. 90. Ouais. La plupart sont en lancement. Quand ça grossit, vous avez besoin après de faire rentrer un peu d'argent. Vous allez faire une petite levée de fonds, ce qu'ils appellent Love Money. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, la Love Money, c'est que, si tu veux, fin d'année 2023, on a 18 conciergeries qui ont pré-signé avec nous, qui ont réservé en fait une zone de territoire pour savoir s'ils vont avancer. Mais au départ, les droits d'entrée, ils n'étaient pas très élevés. Et va suivre 18 personnes, alors que tu as 2 boîtes à côté, qu'on est 4, c'est compliqué. Donc, en fait, tu es obligé d'aller chercher des fonds financiers pour pouvoir répondre à la demande. Et nous, on a mis le pied sur le frein.
Et on a rencontré au départ une personne qui souhaitait dire bah voilà, moi je vous accompagne et je vous donne, je me rappelle plus combien c'était très peu, 60 000 euros pour 20%, mais on avait besoin de beaucoup de plus. Et j'ai un ami qui est notre directeur financier, qui a des cabinets de conseil maintenant là-dedans, qui nous a conseillé, qui nous a dit les gars, faut pas faire comme ça, je vais t'accompagner, ne fais pas n'importe quoi. Il a failli s'étouffer quand je lui dis ça. Et Bastien Bouchu, pour le citer. Et en fait, du coup, on va à sa rencontre sur Perpignan, parce qu'il a ses cabinets là-bas, et il nous explique comment fonctionne la Love Money et ce qu'on appelle les BSAR. Bon, bref, c'est technique. Et en fait, c'est un ticket d'investissement qu'ils vont prendre et qui va être transformé dans le temps sur l'avenir. Je simplifie les choses techniques. L'idée, c'est, on a demandé, en fait, nous, on a proposé, lors d'un premier séminaire, on est parti en Corse, tout l'argent qu'on avait rentré des droits d'entrée et tout, on l'a investi dans le séminaire pour fait dire, voilà, on va créer quelque chose, non pas à 4, mais ensemble. On va travailler ensemble, on est tous dans le même bateau, et nous, on a proposé à nos licenciés d'investir dans notre société. On a dit, soyez des deux côtés, soyez avec nous. Parce que de toute façon, votre réussite, elle passe par la nôtre, et inversement. Enfin, notre réussite passe par la vôtre également. On est tous dans le même bateau. Notre assureur est rentré dedans, nos partenaires, nos amis, la famille. Et donc, on allait chercher 200 000 euros comme ça. Et ces 200 000 euros, c'est une base qui a permis de faire un effet de levier et donc d'aller chercher les 1,2 million qu'on avait besoin pour développer notre marque. Il vous fallait 1,2 million, puis après, plus ça grossit. Je sais que ton associé, Jimmy, c'est le cousin d'Antoine Griezmann, c'est ça? Alors, en fait, ouais, vous n'avez pas essayé de demander de l'argent à Griezmann? Non, mais ça aurait pu, entre cousins, dire tiens, investis avec moi. Vous n'avez pas essayé de faire ça? Déjà, ils ne sont pas... aujourd'hui, Jimmy, c'est son petit cousin. C'est leur maman qui sont très proches. Le concept est né à Mâcon, d'accord? Par deux cousins. Et primo, ça veut dire cousin en portugais. Antoine Griezmann d'origine portugaise, comme Jimmy Garcia, mon associé. Mais en fait, l'idée, c'est que moi, la première levée, j'ai dit, mais pourquoi, oui, en effet, tu te rapproches pas de ta maman et puis de la famille Griezmann, mais lui, il a jamais demandé une place de foot, Antoine, en fait. À un moment donné, il m'a dit, mais on a créé un truc nous-mêmes tout seul, je vais pas aller lui voir pour lui demander quelque chose, je suis pas comme ça. Enfin, je veux dire, il est dans son monde, je déteste. C'est gênant d'aller demander à ce... Non, mais déjà, il déteste les gens qui gravitent autour par intérêt. Et lui, il est pas comme ça, Jimmy. Donc, il m'a dit clairement, non. Jamais j'irai lui demander quoi que ce soit. Déjà que je lui demande pas une place de foot, c'est mort. Par contre, c'est vrai que dans l'avancement de notre société aujourd'hui, moi, tu sais, je suis très inspiré de ce qui se passe aujourd'hui par les anciens sportifs qui investissent. Ce serait pas idiot s'il veut revenir un jour nous voir, en tout cas, pour dire, bah voilà les gars, ce que vous faites, ça a l'air intéressant. Moi, je veux bien participer à l'aventure parce que ça m'intéresse. Ce sera un grand plaisir de recevoir Antoine Griezmann à notre porte. C'est pas une demande de Jimmy parce que lui veut pas. En tout cas, moi, je le dis clairement. Est-ce qu'il faut mieux louer des appartements en longue durée ou en courte durée? Parce que ça, c'est une question que tout le monde peut se poser si on a un bien à louer. Est-ce qu'il faut se lancer dans les locations type Airbnb avec une conciergerie? D'ailleurs, je mettrai les liens si vous voulez aller voir Primo Conciergerie, le lien pour aller voir tout ça dans la description sur YouTube. Vous pouvez aller voir directement, petit lien cliquable. Et puis pareil sur les podcasts, Spotify, Deezer, Apple Podcast, je vous mettrai les liens si vous nous écoutez en podcast audio dans la description et sur Amazon aussi d'ailleurs. Merci de faire de Les gens de Premier Podcast de France chaque semaine. 3 émissions avec soit des interviews, soit des documentaires, le mercredi, le vendredi et le dimanche. On vous met aussi tout ça sur YouTube, chaque épisode. Vous pouvez continuer de vous abonner, ça nous aide. Vous cliquez sur vous abonner quand vous nous regardez sur YouTube. Vous êtes entre 150 000, 200 000, parfois certains mois à nous rejoindre. Merci beaucoup pour tout ça. N'hésitez pas à commenter l'émission, à nous dire aussi ce que vous en pensez. Ça nous aide sur l'algo. Puis j'aime bien moi voir vos messages aussi le soir. Je regarde quand on poste une vidéo, ce que vous en avez pensé. Vous pouvez liker la vidéo puis mettre la petite cloche, comme ça vous avez une notification lors de la prochaine sortie. Donc est-ce qu'il faut mieux se mettre dans la location courte durée ou longue durée? Moi je te dirais plus de la courte, pour la simple et bonne raison, c'est que la courte durée, avec tous les témoignages qu'on a vus, ça protège de tout. T'es payé avant, t'as des assurances et t'es tranquille. Aujourd'hui, c'est quoi la rentabilité? C'est ça la question. Les gens qui cherchent la rentabilité, c'est je veux savoir à l'euro près combien il me reste à la fin du mois. Est-ce que vous pensez sur long terme? Parce qu'en longue durée, avec des squats comme elle a eu tout à l'heure, elle n'est pas payée pendant 2 ans. Il y a des problématiques. Et aujourd'hui, l'État, il ne protège pas les propriétaires, notamment sur la longue durée. Est-ce qu'on n'a pas plus de risque de tomber sur des squatters si on a des changements tous les 3 jours Ben non, justement, en fait. Si tu as quelqu'un qui loue par une plateforme, il est soumis aussi à la location courte durée. Et nous, on fait la sortie immédiatement. Ce qui fait que si tu te rends compte et qu'il ne se passe pas 48 heures, en fait, on rompt carrément et ça, il part, en fait. Il n'y a pas de problème là-dessus. Pour moi, c'est mieux de la courte durée. C'est quoi une bonne annonce? Tu avais un conseil à donner à vous tous, si vous, tiens, tu as envie de mettre ton appart, d'essayer une fois, location Airbnb, tu dis, tiens, je vais louer 2 jours pour voir si ça marche déjà. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Déjà, louer 2 jours pour voir si ça marche, c'est compliqué. D'accord? Imagine, toi, tu es sur Internet. Quand tu passes sur Booking, que tu regardes, ou Airbnb, ou Abritel, peu importe, tu vas prendre ta décision en 3 secondes.
Tu vas voir les photos, tu vas voir s'il y a un spa ou un rooftop, faut que ce soit mis spa, rooftop, avec des photos qui t'attirent, ça te projette, et en 3-4 photos, tu sais où tu vas mettre les pieds. Donc une bonne annonce, déjà, c'est des photos de qualité, c'est un descriptif qui est court, qui est précis, et qui te donne envie de venir, qui te rassure. T'as plein d'annonces. Tu sais que 80% des réservations s'effectuent sur les 25 premières annonces lors d'une recherche. Si tu sors pas dans ces 25 premières annonces, c'est compliqué. Et si tu sais pas le faire, ça va être compliqué. Donc il va falloir en fait créer une annonce qui te projette sur, voilà, comme je t'ai dit, il y a un spa, ou je sais pas, il y a un terrain de foot, où il y a une grosse villa où tu peux faire la fête, c'est marqué villa pour faire la fête, tu vois. On va mettre la spécificité du logement déjà. Il faut trouver un truc spécifique. Il faut que ce soit très bien. Le bien ne suffit plus. Avant, tu mettais, allez, un lit, tu sais, Airbnb, ça veut dire Air Bed and Breakfast. C'est-à-dire, à la base, c'est né en 2008, deux amis se sont dit, tiens, on va loger des gens, on va les accompagner comme ça. Là, aujourd'hui, maintenant, ça se professionnalise réellement. Il faut que ce soit hyper quali déjà. Donc si t'es pas hyper quali, tu ne vas pas ressortir aujourd'hui. Il y a des fausses annonces aussi, pour terminer là-dessus. Parfois Comment on reconnaît les fausses annonces sur Airbnb pour pas se faire avoir et se retrouver comme un con, arriver en vacances, il n'y a pas d'appart? Encore une fois, aujourd'hui sur Airbnb Pure, cette plateforme-là, tu as un contrôle un peu plus fort maintenant. Sur les autres plateformes? Sur les autres plateformes, des fois, tu as moins de contrôle. Maintenant, ils sont en train de mettre en place de plus en plus des contrôles sur les annonces. Mais moi, ce que je te conseille, si tu es voyageur, que tu veux voir si l'annonce est bonne, déjà, il y a un truc qui est bien, c'est les avis. Première des choses, tu as des bons avis, tu vois que ça a été loué souvent. Tu sais, quand tu vas sur un restaurant, si je prends le parallèle, tu regardes sur TripAdvisor si tu veux connaître un peu la note du resto. Tu vois que tu as 1000 avis, 5 sur 5, et qu'il y a un resto que tu connais pas trop, qui a 4 avis, 3 sur 5, déjà tu vas aller celui qui a 1000 avis, tu vois. Donc moi ce que je te conseille, c'est déjà regarder, échanger, prendre les annonces qui ont une assurance annulation pour échanger potentiellement avec les gens derrière. Et être accompagné. Est-ce qu'il y a un répondant derrière? Est-ce que l'annonce existait vraiment? Tu peux échanger avec aussi la personne qui va gérer le logement, le propriétaire, et avoir un peu plus d'informations. Le plus gros risque, c'est de dire, tiens, je réserve un logement qui est trop beau, c'est pas cher. Et les photos, elles font un peu fausses, tu vois. Tu dis, tiens, je vais réserver ce logement, et tu vas te retrouver devant la porte. Ça arrive, hein, tu sais, dans les pays, l'Espagne, la Grèce, etc. Tu y vas, puis t'as rien, le logement n'existe pas, quoi. Justement, c'est pour éviter ça, justement, ne pas se retrouver. Est-ce que vous avez déjà dû aider, vous qui pouvez aider sur un panel de trucs, il t'arrive une merde, justement, tu disais, tu as des serruriers dispo partout, au cas où un mec, comme tout à l'heure, Saïf, un garçon qui est venu raconter son histoire et qui s'est retrouvé avec un locataire qui claque la porte. Qu'est-ce que vous avez déjà dû faire de plus improbable pour aider un client? Il peut arriver parfois qu'il y ait évidemment qu'il y ait des soucis, que tu as un canapé qui soit cramé, que ce soit laissé dans un état pitoyable, etc. Ça nous arrive au début. Nous, on a eu un jour un jacuzzi qui a été cassé, et malheureusement, c'était ni la faute du voyageur, ni la faute du propriétaire. Donc là, en l'occurrence, il faut monter un dossier auprès de la plateforme, et nous, on a pu aller récupérer 17 000 € en moins de 3 semaines sur l'assurance de la plateforme, et pour le coup, c'était Airbnb, et le jacuzzi a été livré derrière. Donc ça, si tu sais pas le faire, c'est compliqué. Il y a un truc qui est assez récurrent, apparemment, quand on a commencé à bosser le sujet, avant de te recevoir, et de parler de location courte durée, c'est qu'il y a beaucoup d'escortes, beaucoup de prostituées qui vont louer des Airbnb, louer des appartements pour avoir des appartements, pour recevoir les clients directement et faire le travail là-bas. Est-ce que ça, c'est vrai? C'est un truc qui arrive souvent? C'est un vrai fléau. Il n'y a pas que dans les appartements, t'as dans les hôtels aussi. T'as dans plein de choses. Maintenant, la prostitution, moi je l'ai vécu au tout début, c'était très drôle d'ailleurs. Il y avait une voyageuse, elle n'arrivait pas à rentrer dans le logement, elle m'appelle, un anglais vraiment pas très bon. Et alors moi j'ai un anglais extrêmement flou, tu vois, je te le dis, pas très très bon là-dedans. Et donc je lui ai écrit un message, je lui ai dit écoutez, je vais vous donner les informations pour entrer dans le logement. Et je renvoie un message après, j'ai pas de nouvelles. Je la rappelle, j'ai pas de nouvelles. Elle m'envoie un message 1 heure après, avec ses tarifs. Je regarde le truc, je fais... Mais c'est trompé, elle a voulu envoyer un client? Bah oui, en fait, elle pensait que vu qu'elle parlait pas bien français, elle dit, est-ce que vous êtes bien rentré dans le logement? Et elle m'envoie toutes ses prestations. Elle a une sorte de message préfet, voilà. Une sorte de réponse automatique. Voilà, je te cache les termes, mais voilà, t'avais tout. Et je reçois ça, je vois le numéro, je dis, mais c'est ma cliente dans mon logement, ça. Donc j'appelle mon associé qui était à côté, qui était en centre-ville. Je dis, ouais, Jimmy, excuse, en fait, on a une prostituée dans le logement. Il me dit, mais comment tu fais? Elle m'a envoyé ses tarifs. Donc là, il n'y a plus de doute, quoi. Bah, je fais quoi? Bah là, il faut y aller. Donc tu vas taper et tu vas lui dire gentiment de sortir. Et pourquoi tu t'es pas dit, alors attends, question naïve, mais pourquoi tu t'es pas dit, bah tant pis, cette nuit, il va se passer ça, et du moment qu'elle ne me rend pas le logement sale demain... Alors, jamais, parce que déjà... C'est interdit. Si tu es facilitateur de ce genre de choses, ou que tu es en connaissance de cause, tu vas être considéré comme proxénète, aux yeux de la loi, d'accord? Bah, par contre, tu as une autre loi qui dit, pour prouver que c'est de la prostitution, il faut prouver qu'il y a un échange financier contre une prestation. À part si toi tu vas tester, ou que tu fais tester par la police ou un huissier,
c'est compliqué. Mais tu es en connaissance de cause. Là, elle m'a envoyé ses tarifs. Jimmy, il y va, il tape. La femme, elle ouvre, en serviette. Il y en a une autre qui arrive. Il y a peu de doute, quoi. Et il y avait un client. Là, on dit, bon, on sait ce que vous faites, va falloir partir. Elles n'ont pas fait de bruit. Elles n'ont dit pas de problème. Non, bah là, elles savent. Et donc, en fait, il y a plein d'erreurs qui ont été faites à ce moment-là. Et du coup, maintenant, pour éviter la prostitution, il y a des petits tips à connaître, tu vois. Aujourd'hui, une prostituée, qu'est-ce qu'elle recherche? Une réservation facile. Un lit. Un lit, ça c'est la base. Et en fait, elle recherche une réservation facile où il n'y a pas spécialement de contrôle d'identité ni de caution à mettre, donc une réservation comme ça. Elle va rechercher un interphone. Si dans l'annonce tu mets que tu as un interphone, elle va se dire je peux ouvrir à mes clients, c'est facile. Aucun intérêt de mettre que tu as un interphone dans une annonce, à part pour ouvrir pour Uber Eats, tu vois. Et ensuite, elle va regarder s'il y a une fenêtre qui donne sur la rue pour voir ses clients. Pour voir s'ils ne sont pas 10 arrivés d'un coup. Pour voir le client, pour voir s'il y a... Parce que c'est illégal, donc elle va regarder, voilà, est-ce qu'il ne craint pas, voilà. Donc, en fait, nous, tu as des red flags comme ça. Tu as quelqu'un qui t'appelle et qui te dit « Bonjour, est-ce que vous avez un interphone et est-ce que ça donne sur la rue ?» Fuis. Ou alors c'est la police qui veut le faire une surveillance, quoi. Mais, voilà, ça fait partie. La prostitution, comment l'éviter? Tu sais que tu as des prostituées même qui cherchent des logements haut de gamme, etc., qui cherchent des super logements et tout. Dans tous les cas, encore une fois, le risque zéro n'existe pas. Par contre, tu as des petits traits qui permettent... Là, tu fais caution, contrôle d'identité, pas d'interphone, et tu mets pas la fenêtre sur rue, franchement, tu vas limiter les dégâts. Anecdote assez marrante, puisque c'est avec quelqu'un qu'on a déjà reçu ici. C'est une fille qui est mère de famille et qui était sur OnlyFans. On l'avait reçue il y a quelques temps, au tout début du média. Sweet Body Mary, c'est ça. Hein. Ça s'appelait comme ça, c'était son pseudo. On l'embrasse d'ailleurs. Et donc, elle a utilisé un de tes logements sans le savoir. Et enfin, voilà, c'est par hasard. Tu m'as dit, tiens, il y a une fille sur OnlyFans qui a utilisé... voilà. Nous, on avait reçu cette fille parce que c'était intéressant. Elle était mariée, en couple, avec des enfants, et elle avait changé de boulot pour faire voilà, de l'érotisme, ou je ne sais pas si on peut dire du porno sur OnlyFans, etc. Qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Pas avec moi. Enfin, avec un de tes logements que tu gères, c'est ça? Ouais. Alors, en fait, c'est un logement dans une de nos agences en France qui est vraiment atypique. Mais qui est atypique et qu'on met en avant sur les réseaux et tout. Et j'ai un copain. C'est un copain qui navigue sur Instagram. Et par hasard, il tombe sur OnlyFans. Par hasard, il tombe pas sur OnlyFans. En fait, il naviguait sur Instagram. Je sais pas sur quel feed il était, mais il était sur des nanas, d'accord? Et en fait, il reconnaît le logement, parce qu'il est vraiment atypique. Et il voit la fille. Il vient vers moi, il clique, il me dit, écoute, j'ai cliqué sur ton compte et tout, elle a 150 000 abonnés, je vois le truc OnlyFans, il me dit, il vient vers moi, il me dit, tiens, regarde. On clique sur OnlyFans, et là, on voit qu'elle a tourné une vidéo dans le logement. Et donc, en fait, c'est pareil. Elle a eu le droit de le faire. Parce qu'en fait, dans les annonces, aujourd'hui, tu peux cocher que tu as le droit à la prise de vue commerciale. Et si ça, c'est coché, bah, elle peut le faire. Si tu décoches l'annonce et que tu interdis, dans les règles, elle ne peut pas le faire. Elle n'aurait pas pris le logement, tu vois. Donc, elle s'est permis de le faire. Pour le coup, elle était vachement rentable, parce que sa vidéo, je crois qu'elle a vendu 15 €, puis elle a déloué le logement 200 et quelques, tu vois. Donc, ouais. Et donc, tu as reconnu le logement. T'es sûr que c'est celui-là? À 1000%, on n'en a qu'un en France qui est comme ça. 1000%. C'est quoi le principe du logement? Oui. C'est une énorme suite, justement, qui est très, très atypique et qui est magnifique, en fait. Donc, voilà, après... Et là, elle avait le droit, elle. Bah, elle avait le droit dans le sens où, voilà, encore une fois, c'était coché dans l'annonce. Vu que le logement est atypique, on a souvent des tournages photos, des produits, etc. Et on a autorisé les tournages commerciaux. Mais ça, tu sais, t'as des gens qui vont tourner quand même dans des logements ou dans des hôtels, pareil. Hein. Ah, ils demandent pas. Hein. Mais là, pour le coup, le logement, je le reconnais. J'ai dit, bah tiens, en plus, elle est passée sur Légende. C'était marrant, tu vois. C'est quoi ce que tu disais, pour terminer? On va récapituler. Tu peux mettre l'annonce, trouver les clients, gérer le ménage, gérer le check-in, le check-out, s'il y a des galères de clés, machin, etc. Tu gères en fait l'entièreté, même jusqu'à faire venir des chefs avec Primo Conciergerie, si jamais un jour quelqu'un veut organiser dans une village, pas quelque chose. Il y a quoi d'autre que vous faites, par exemple? Qu'est-ce qu'on vous demande le plus souvent? Le plus souvent. Ouais, un peu d'étonnant. Étonnant. Ouais. Les massages à domicile, ça marche énormément. Massage à domicile. Ouais, ça marche énormément. Les chefs à domicile dans les grandes villas, la livraison de courses, tu sais, par exemple en Corse, tu arrives en avion, tu dis, moi je veux que mes courses soient déjà faites. Alors ils font leurs courses, on va les chercher, tu vois. Et en fait, on a un livret d'accueil numérique où tu as un panel de commandes et nous on travaille uniquement avec des prestataires locaux. C'est pas nous qui allons faire à manger ou les petits déjeuners. Et on travaille en circuit court, on fait marcher tout un écosystème en fait autour de nous, tu vois. Bon, je vous mets tout en bas dans la description, les gars, si vous voulez aller voir Primo Conciergerie, ça vous intéresse si vous avez un appartement, de les appeler pour qui gèrent complètement le bien. Entre 20, vous avez 2 forfaits à 20 et 25%, tu disais. Ça va être quoi le futur pour vous là? Ça va être quoi les prochaines étapes?
Déjà, c'était l'objectif pour nous, c'était de devenir numéro 1 français en termes d'agence, ce qui est fait aujourd'hui. Bravo. Maintenant, l'objectif, c'est 340 conciergeries à terme en France. Putain. Voilà. Et on fait des galères à gérer. Ouais, mais... Des galères de clés. Nous, on est orienté haut de gamme. Tu sais, quand on dit du haut de gamme, en fait, il faut savoir un truc, c'est que tu peux classer des logements comme à l'hôtel. Tu as des logements, un classement Atout France, qui est sous la tutelle de l'État notamment. C'est un GIE, c'est un groupement d'intérêt économique. Et aujourd'hui, ils ont créé ça pour attirer justement le tourisme en France. Donc, il y a un classement qui est reconnu avec des cases à cocher. Et nous, on accompagne des logements qui sont 4 et 5 étoiles. Et l'idée, c'est de proposer justement un service. Et donc, forcément, tu as des villes où ils veulent augmenter l'attractivité du territoire. Il y a même des villes qui font appel à nous pour gérer des établissements qu'ils ont financés, qui n'ont pas forcément de réception justement hôtelière ou touristique. Donc l'avenir pour nous, c'est vraiment d'accompagner un maximum de propriétaires dans cette qualité-là, avec les services de la conciergerie à domicile, avec tous les services qu'on propose. En Corse, tu peux visiter un hélicoptère, voyager en jet privé, tu peux tout faire. Putain, fort. Ouais. Merci d'être venu jusqu'à nous raconter un peu tout ce que tu fais avec Primo Conciergerie. C'était très intéressant. C'est un métier vraiment... On n'avait jamais abordé le sujet des locations courte durée, tout ce qui était Airbnb, etc. Merci en tout cas d'être venu jusqu'à nous, Mathieu. Et voilà, donc je vous mets les liens donc, pour Primo Conciergerie dans la description de la vidéo sur YouTube et du podcast audio. Merci à vous tous d'être là de plus en plus nombreux chaque semaine, mercredi, vendredi, dimanche. On met 3 interviews. Le mardi, aussi une interview qui s'appelle Legend Story. C'est une personne qui se met tout seul face à la caméra et qui raconte une anecdote qui est arrivée aussi avec des journalistes derrière les caméras. En tout cas, voilà, merci à vous tous d'être de plus en plus nombreux. Continuez de vous abonner sur notre chaîne YouTube et de mettre 5 étoiles si vous voulez bien. Pareil sur les plateformes de podcast audio. Vous pouvez nous écouter quand vous êtes sur la route, au boulot, en train de faire du sport aussi avec des écouteurs. En tout cas, merci d'être là et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur les gens. Ciao tout le monde.